25 secondes sur Alex Aramburu. Donc rien n'est fait pour aujourd'hui, mais hier il a quand même pris déjà un bon petit ascendant sur ses adversaires. Avec des bonifications, évidemment, il a pris le maillot jaune de leader porté par Noah Isidore. Aujourd'hui, ça va être compliqué. C'est l'étape reine de ce Tour du Limousin avec un final encore assez difficile, Christophe. Ouais, un final très difficile. Plus de 3000 mètres de dénivelé positif encore aujourd'hui. Et puis on a été repéré tout à l'heure le final. Il y aura notamment la côte du Sucomet à 30 km de l'arrivée, 4 km à plus de 8% de moyenne. On a même des passages à 10-11%. Donc voilà, ce sera aujourd'hui encore une fois très difficile, très exigeant. Je vous propose, Christophe, de découvrir le tracé de cette troisième étape du Tour du Limousin Périgord, Nouvelle-Aquitaine. Saint-Privat, Égletons, 181 km 800 en Corrèze, dans la partie orientale du département, à proximité du Cantal. Les coureurs remonteront vers Égletons, où ils passeront une première fois sur la ligne d'arrivée, avant un circuit de 72 km 900 au nord-ouest de la ville, en passant par Saran, ville où l'on retrouve le musée du président Jacques Chirac. Étape marquée par le passage dans les gorges de la Dordogne. C'est un retour du peloton professionnel en Corrèze après le passage du Tour de France le 12 juillet entre Malmort et Ussel. 9e étape remportée au sprint d'un groupe d'échappés par Mathieu Van Der Poel, 6 secondes devant le peloton. Au programme 3 sprints intermédiaires qui jalonnent cette étape, les 2e et 3e à 53 km 800 et 41 km 500 de l'arrivée. Puis 6 côtes comptant pour le classement du meilleur grimpeur. 2 de première catégorie, 42 points au maximum à remporter. Arrivé en légère montée, une dernière ligne droite de 100 mètres, mieux vaut être bien placé dans le final. La course est partie fort ce midi avec bien des tentatives d'échapper dès le départ réel donné. Et 11 coureurs sont parvenus à s'extraire du peloton alors qu'ils vont passer sur la ligne d'arrivée avant d'effectuer ce tour de circuit de près de 73 km. Vous les découvrez, ces coureurs, parmi eux Mathis Grisel et Baptiste Westrofer de la formation Lotto Intermarché. Colin Savios pour Unibet Rose Rockets, Valentin Rotaillot, le régional de l'étape pour Total Energy, Pierre-Henri Basset d'XDS Astana Développement, Léandre Lejouet pour CIC Pro Cycling Academy, Arnaud Tandon pour Van Rysel Roubaix, Théo Delacroix pour Saint-Michel Préférence Home 93, les 2 coureurs de Nice Métropole Côte d'Azur, Tob Mingnaud le de Sévrien et Carter Guichard, et enfin Maximilien Juillard du Vélo Club Villefranche Beaujolais qu'on a déjà vu à l'attaque lors de la première étape. On va surveiller le passage du peloton sur cette ligne d'arrivée à Égletons pour voir l'écart qu'il y a entre ce groupe de 11 et le peloton mené par les concurrents de Groupama FDJ United du leader Ewen Kostiou. Un beau groupe, Christophe, 11 unités, on peut se relayer pour faire monter l'écart qui a atteint 1 minute 45 tout à l'heure. Ouais, on a un beau groupe qui s'est extrait à l'avant. On a eu une grosse bataille au début pour l'échapper. Ça a mis un petit moment à sortir, énormément d'offensives. Donc du coup, on a une grosse moyenne actuellement due à ce début de course très très rapide. Et donc c'est 11 coureurs qui sont à l'avant. Alors le coureur le mieux classé, c'est Maximilien Junior, 1 minute 40. Donc il y a un petit peu de marge pour l'équipe Groupama FDJ United. Mais il faut quand même se méfier de cette échappée. Et puis ce qui est à noter par rapport au début de course, c'est que maintenant la route est sèche. Il fait meilleur sur la course. Au début de course, la route était humide. On a même eu de la pluie par quelques moments là au début de l'étape. Donc il faut aujourd'hui là ça va mieux. On espère que ça va durer comme ça parce que le parcours est quand même technique, tortueux. Surtout on va avoir énormément de passages en forêt. Donc si on a de l'humidité, ça peut vite devenir très glissant. Et vous découvrez cette ligne d'arrivée, ce virage et puis cette dernière courte ligne droite avec cette équipe Groupama FDJ United qui franchit la ligne et qui mène le peloton ici à Égletons, une cité médiévale. Elle est en 1059, la capitale de la famille des seigneurs de Ventadour, cette ville d'Égletons. Et vous voyez là les coureurs qui passe devant le ATP, l'école d'application aux travaux publics, pourvoyeur de jeunes talents pour les travaux publics depuis 1943. C'est une école d'application au métier des travaux publics qui forme des professionnels immédiatement opérationnels. 600 élèves chaque année dans ces cursus. Cette ville d'Égletons
que vous découvrez en images. Cette cité médiévale, capitale de la famille des seigneurs de Ventadour, où l'art des troubadours se développa du XIe au XIIIe siècle. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un centre de découverte du Moyen-Âge qui a été créé. Égletons qui fait partie des 51 communes du syndicat des Hautes-Terres corréziennes et de Ventadour, labellisé en 2011 pays d'art et d'histoire. Le groupe scolaire Albert Thomas, que vous voyez à l'image. Ville qui, à l'époque, devait être ceinturée de remparts imposants, composés d'énormes blocs de granit, de tours, de fossés et de 5 portes. Merci d'être avec nous en direct sur Ici Limousin, Ici Périgord, Noah, France.tv et YouTube. Si vous avez des questions à poser à Christophe Riblon, n'hésitez pas à vous flasher, vous scannez le QR code qui apparaît à l'image et vous posez vos questions. Christophe y répondra avec plaisir. Avec grand plaisir, ouais. On va faire un point. Christophe, on a énuméré les 11 échappés. Vous nous avez donné les 2 coureurs qui étaient les mieux classés au général. Maximilien Juillard, 12e à 1 minute 40, qui a empoché 2 secondes de bonification lors du passage au premier sprint intermédiaire. Et puis Pierre-Henri Basset de XDS Astana Développement, lui est 26e à 1 minute 46 et il a empoché en plus 3 secondes de bonification. Il revient donc à 1 minute 43 au classement général du leader. Ewen Kostiou, vainqueur en solitaire hier et qui a profité des secondes de bonification, des 10 secondes pour reléguer son dauphin Matteo Vercher à 21 secondes. Matteo Vercher, 2e de l'étape et qui avait empoché lui aussi 6 secondes de bonification. Donc au classement, Ewen Kostiou possède 21 secondes d'avance sur Matteo Vercher et 31 sur Alex Arambourou qui est 3e, le coureur de la Cofidis. 9 coureurs sont classés en 41 secondes, dont 3 de l'équipe Total Energy. En plus de Matteo Vercher, 2e, vous avez Alexandre Delettre qui est à 35 secondes et Mathis Lebert à 38 secondes. Beau tir groupé de l'équipe Total Energy qu'on attend évidemment à l'offensive. Ils ont Valentin Retailleau devant. Ouais, super tir groupé, hein, cette équipe Total Energy qu'on a vu très active depuis le début. Hier, ils ont réussi à mettre 3 coureurs devant. Ça va être intéressant dans l'optique de ces 2 dernières étapes. Même si Ewen Kostiou a été très fort hier, il a mis tout le monde d'accord. Quand on est comme ça en supériorité collective, on peut influer beaucoup plus sur la course. Donc on va le voir aujourd'hui. Le parcours est exigeant, difficile. On a mis un coureur devant du côté de la Total Energy. Ça peut, on le sait, c'est intéressant. Ça peut servir de point d'appui aussi à un moment donné si un de ces 3 coureurs attaque derrière. Donc on va voir de quelle façon on va se servir à l'avant de Valentin Retailleau, mais il y a des belles choses à faire du côté de la Total Energy. On voit le classement général, hein. Ouais. Les écarts sont quand même très resserrés. Vous l'avez dit, 9 coureurs en 41 secondes. Il y a toujours les bonifications en cours de route et les bonifications à l'arrivée. Donc voilà, rien n'est fait quand on voit la difficulté du parcours qui va être proposé aux coureurs tout à l'heure. Axel Mario de CIC Pro Cycling Academy est 5e à 35 secondes comme Antoine Lotte de Decathlon CMA CGM et Johan Simon de Saint-Michel préférence Homauvert 93, l'équipe continentale qui est un 2e coureur dans le top 10 avec Thomas Champion, c'est lui le 9e à 41 secondes et puis l'ancien leader Noah Isidore est 10e à 1 minute 36. Groupama FDJ United qui va donc tenter de préserver ce maillot jaune de leader d'Ewen Kostiou mais qui a perdu un coureur. Hier, c'est Lewis Bauer qui a abandonné et Groupama FDJ United qui a vu 3 de ses coureurs arriver à 19 minutes 16 d'Ewen Kostiou. Alors, on a posé la question ce matin à Ewen Kostiou. D'abord, comment allaient ses jambes et puis ensuite s'il s'inquiétait par rapport à ce retard pris par ses coéquipiers hier. On écoute sa réponse au micro de Pierre Gauthier et de Laurent Durusquec. Bah, plutôt bien. Après, voilà, le plus dur est à faire, c'est à Brenne aujourd'hui. Donc voilà, on va tout donner avec l'équipe. Mais bon, je suis assez serein. Vu ce qu'ils ont montré hier, voilà, j'ai une super team à mes côtés. Vous avez perdu un équipier quand même hier. Les autres ont fini loin, mais c'était pour garder des jambes pour aujourd'hui. Ouais, bah, on savait que Lewis voilà, était un petit peu malade en ce moment, pas de top jambes. Donc on l'a mis à rouler directement. Et voilà, il a quand même bien servi. Et c'est aussi grâce à lui la victoire d'hier. Monsieur Comé, vous connaissez ? Oui, je connais, on y est passé au tour cette année, c'est une sacrée bosse, donc non, ouais, ça va être bien, il y a de quoi s'exprimer.
2 jours à tenir pour rejoindre Bernard Hinault au palmarès. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, j'espère. Hein, c'est clair que quand j'ai regardé le palmarès de l'épreuve, c'était assez rare que quelqu'un gagne 2 années de suite. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Christophe Riblon, votre sentiment au sujet de cette équipe Groupama FDJ United avec 3 coureurs hier relégués à plus de 19 minutes? Ewen Costul a l'air plutôt rassurant dans son discours. J'avoue que nous, quand on a regardé hier soir les classements, ça a été ma première interrogation. Ça a été, mais son équipe a l'air un peu fébrile autour de lui. Il est un coureur qui a abandonné. Il en a 3 qui ont fini à plus de 19 minutes hier. Donc quand même un bon grimpeur, un Maxime Decombe. Donc moi, j'avoue que ça m'inquiète un petit peu sur le papier. Après, tant mieux, hein, si eux sont rassurants, si eux, ils ont des bonnes nouvelles, ils ont bien entendu beaucoup plus d'infos que moi. Moi, j'ai juste la télé pour constater, alors que là, on a un groupe de retardataires qui passent devant nous. Ils sont déjà à 8 minutes 35, donc un gros péto. On a une quinzaine de coureurs dedans. Mais ouais, moi, ça m'inquiète un petit peu. Mais là, au vu de la physionomie de la course, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Ce qui est sûr, c'est quand on finit à 19 minutes, bien entendu, c'est qu'on s'est relevé, mais c'est surtout qu'on s'est fait distancer assez tôt dans la course. C'est surtout ça qui m'a inquiété hier. C'est pas le fait qu'ils finissent à 19 minutes, c'est surtout qu'ils étaient vraiment dans les 8-10 derniers du classement de l'étape d'hier. Et ça, c'est jamais bon signe. On se relève jamais vraiment volontairement pour être dans les 8-10 derniers. Donc voilà, à voir. J'espère pour eux que ça va mieux aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être tout sous contrôle. Et notamment avec Rémi Cavagna qui, depuis tout à l'heure, fait la très grande majorité du travail en tête de peloton. Donc on profite encore de ces qualités de rouleur de Rémi Cavagna pour un peu préserver les grimpeurs. Et on maintient l'écart autour de la minute 30 pour l'instant en faveur de ces hommes de tête. Dans ce top 10 dont on a parlé, Christophe, seule l'équipe Intermarché parmi les World Team n'est pas représentée. Son meilleur coureur, Maxence Place, est 34e à 2 minutes 13. Déception pour cette formation belge? Oui, ils sont clairement pas au niveau où on les attendait. Moi, j'attendais une belle performance, notamment de Mathis Grisel. Bon, il nous a expliqué qu'il n'était pas en grande forme, qu'il était même un peu malade. Ça a été le cas pour Westrofer aussi. Il a entamé ce Tour du Limousin un petit peu malade, donc ça a l'air d'aller mieux. Les 2 coureurs que je viens de citer sont à l'avant, donc voilà, même si pour le classement général, c'est terminé. Hein. On ne pourra pas avoir de coureurs bien classés qui vont pouvoir défendre leur chance au niveau du classement général, mais il y a encore 2 étapes à aller chercher. Il y a un maillot des grimpeurs aussi à défendre pour Baptiste Westrofer. Donc on voit que cette équipe continue à aller de l'avant malgré le fait qu'au général on n'ait plus rien à jouer. Baptiste Westrofer, maillot blanc à pois orange, qui a conforté son maillot lors des passages en haut des premiers meilleurs grimpeurs du jour. Le sanglier de Fouesnant qui avait empoché 22 points hier, qui en comptait 10 d'avance sur l'ancien porteur Jean-Louis Leny, a accru son avance aujourd'hui avec 22 points supplémentaires. Il a doublé tout simplement son crédit avec 44 points, et maintenant derrière lui c'est Théo Delacroix qui en a empoché 22 aussi lors des 4 premières difficultés de la journée. Il en reste 2, la côte du Succomet, première catégorie, et puis vers la fin de l'étape la côte de Saint-Thirier, le déjà là. Donc c'est bien parti pour Baptiste Westrofer pour conserver ce maillot blanc à pois orange. Ewen Costul, leader du classement général, est également bien le meilleur jeune. Mais le maillot est donc porté par son dauphin, Matteo Vercher, puisque lui porte le jaune. Le classement concerne les coureurs nés après le 1er janvier 2021. Johan Simon est 3e, Antoine Lotte 4e et Mathis Lebert 5e de ce classement. Le maillot bleu du meilleur sprinter est toujours porté par Jonas Puren, mais je n'ai pas vu Jonas Puren passer sur la ligne. J'ai bien peur que l'Estonien, qui était en difficulté dès le début de l'étape, ait abandonné. On va donc certainement lutter aussi pour ce maillot bleu de meilleur sprinter. L'Estonien qui avait 53 minutes de retard hier au classement général et qui avait eu du mal à finir l'étape. Ouais, hier il a terminé tout seul à 37 minutes 39, à une grosse minute juste avant les délais. Et oui, on a eu quelques infos tout à l'heure sur le début de course. A priori, il était déjà distancé très rapidement. Donc j'ai du mal à penser qu'aujourd'hui il puisse aller au bout, au vu de l'étape d'hier, une étape qui était sur le papier moins difficile. On voit qu'il a eu quand même beaucoup de mal à terminer.
Et c'est Maximilien Juillard qui pourrait faire la bonne opération aujourd'hui, puisqu'il avait déjà 6 points au classement général. Il en compte 2 de plus après le premier sprint à la Mazière basse. Ça fait donc 8 points pour lui. L'Estonien, lui, en comptait 9. Donc pour l'instant, c'est Maximilien Juillard qui serait le mieux positionné pour lui ravir ce maillot bleu de leader des sprints, sachant que 2 sprints sont encore à se disputer à 53 km 800 de l'arrivée du côté de Saran et à 41 km 500 juste avant Chaumeil. On suivra évidemment ces 2 sprints et 10 sprints intermédiaires. Pour ce maillot bleu de meilleur sprinter, il n'y a pas de points pour ce maillot à l'arrivée sur cette épreuve du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. Le porteur du maillot blanc à poids, c'est Baptiste Westrofer qu'on a vu à l'offensive hier et qui est encore devant aujourd'hui pour tenter de conserver ce maillot. Gros numéro encore hier comme il sait faire, Baptiste Westrofer, Christophe. Ouais, il a fait un gros numéro. On a eu du mal à les chercher. On lui avait laissé pas mal d'avance, un peu plus de 5 minutes d'avance. Ils étaient 5 au départ, après plus que 3. Et puis finalement, il a fait les derniers kilomètres tout seul. On a vu qu'il a été très loin. Et même un coureur comme Ewan Kostu nous a dit qu'hier, ils avaient pris un peu de risque en laissant 5 minutes à Baptiste Westrofer. On connaît ses qualités de rouleur. Bon, hier, ça n'a pas fonctionné, mais il est déjà encore à l'avant aujourd'hui. Et on le sent plutôt bien. Il a l'air d'avoir bien récupéré. 1 minute 22 pour les 11 hommes de tête à 61 km 400 de l'arrivée. Une première question, Christophe Riblon. Quel favori pour aujourd'hui? C'est Jacques de Saint-Avertin qui nous pose cette question. Ah oui, vous avez bien vu la première étape remportée par Noah Isidore. Vous étiez pas loin hier avec Alex Aramburu qui fait 3e. Aujourd'hui, votre pronostic? Pas simple aujourd'hui. Je pense que je vais mettre le même qu'hier, Alex Aramburu. Ah oui, toujours? Pourquoi? Parce que hier, bien entendu, il était très bon pour terminer 3e étape, c'est que ça va bien. Mais surtout hier, il a remporté le sprint en petit comité là, du groupe de 6-7. C'est un coureur qui va très vite au sprint. Et même si la boucle finale est très difficile, on va notamment avoir la côte du Sucomet à 30 km de l'arrivée qui va être très dure. Je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à 4, 5, 6, 7 au sprint et Alex Aramburu sera obligatoirement dedans. Et voilà, avec ses qualités de sprinter sur l'arrivée en faux plat montant d'aujourd'hui, je pense qu'Aramburu peut être le coureur le plus efficace. C'est noté, merci. Et vous avez les remerciements de Pierre, Christophe, pour votre éclairage sur la course. Merci beaucoup. Valentin Retailleau, victime d'une crevaison, est revenu dans le groupe de tête. Ils sont toujours 11 à l'avant. Une autre question, Christophe. Comment doivent faire les organisateurs du Tour du Limousin pour monter de catégorie et accueillir des équipes comme UAE et Visma? C'est Denis Dalassac qui nous pose cette question. C'est tout simplement un dossier à déposer auprès de l'Union cycliste internationale. C'est des budgets plus importants. On peut accueillir plus d'équipes, donc plus d'équipes du World Tour, mais plus d'équipes en général. Ça demande tout simplement un budget un peu plus important. Et après, j'ai pas le détail réglementaire, mais on a aussi un nombre de kilomètres à respecter pour les étapes, un nombre d'étapes à respecter. Donc là, on est très bien à 4 étapes, il n'y a aucun problème. Mais je crois on doit mettre même peut-être un petit peu plus de kilomètres que ce qu'on en a actuellement, même si on a quand même en moyenne 180 km par jour, donc c'est quand même beaucoup. Mais voilà, en fait, c'est entre guillemets une question de budget. Et après, il y a aussi un dossier à déposer. Je veux dire, c'est pas qu'une question de budget. On dépose un dossier avec un budget plus conséquent. Et après, c'est aussi l'Union cycliste internationale qui définit si la course peut ou pas monter dans la catégorie supérieure. Tout simplement, tous les ans, les commissaires qui sont sur la course font un rapport en fin de course qu'ils transmettent à l'Union cycliste internationale, dans lesquels ça répond à plein de choses. Ça va aller de la cause environnementale à est-ce que tout s'est bien passé au niveau de la sécurité, comment étaient hébergées les équipes. Voilà. Il y a plein de critères comme ça. Et bien entendu, si on a une bonne note, au fur et à mesure des années, on peut postuler à la catégorie au-dessus. À savoir que oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais effectivement, on a accès à beaucoup plus d'équipes, puisque bien entendu c'est des courses qui accorderont plus de points, donc qui intéresseront bien entendu beaucoup plus d'équipes et notamment du World Tour. Mais rien n'empêche UAE et Visma de venir sur rien ne les l'épreuve, empêche de venir. On a 50% tout à fait du nombre d'équipes dans le peloton pour ces équipes
Non, on World a, Team. on a l'équipe Groupama FDJ United, Decathlon CMA CGM, l'équipe Lotto Intermarché, Cofidis qui sont de ce niveau World Tour. Donc on pourrait tout à fait avoir un Tadej Pogacar au départ de ce Tour du Limousin. C'est juste que le calendrier est extrêmement dense au mois d'août. On choisit de courir sur d'autres courses. Mais il y a aussi ce niveau, bien entendu, de la course qui fait qu'à un moment donné, j'ai cité Cofidis qui est en deuxième division. On n'a que 3 équipes du World Tour. Mais on peut, c'est aussi le nombre de points attribués dans la course dû à la catégorie de l'épreuve qui fait que ça intéresse aussi beaucoup plus d'équipes. Le Tour aurait souhaité changer de catégorie d'ailleurs. Oui, l'année dernière, ils en avaient déjà parlé un petit peu. Ouais, c'est Fabrice Bidot qui me confirme l'information. Notre journaliste que vous retrouvez ce soir dans le journal de France 3 Limousin, en votre compagnie d'ailleurs, Christophe, pour faire le bilan de cette 3e étape. Vous le retrouvez en direct sur Ici Limousin à partir de 19h15 ce soir. Merci pour ces explications, Christophe. L'écart toujours 1 minute 15. On approche pour les hommes de tête du 2e sprint de la journée. On va voir donc si Maximilien Juillard prend des bonifications supplémentaires et surtout des points pour le classement du meilleur sprinter, ce maillot bleu de meilleur sprinter. Allez, on découvre de l'intérieur ce groupe avec Maximilien Juillard justement qui ferme la marche. À côté de lui, son maillot rose de Van Rysel. Roubaix, c'était Arnaud Tandon, 43e à 2 minutes 33. Il n'est pas très loin non plus, Arnaud Tandon. Le train du peloton mené par la formation Groupama FDJ United qui contrôle 1 minute 20. On n'a pas laissé vraiment un gros écart, un gros avantage pour les 11 coureurs aujourd'hui. Pas du tout. On n'a pas du tout laissé cette échappée filer. Il y a des coureurs dangereux au classement général et on le voit bien et je pense qu'on s'en est douté. Du côté de la Groupama FDJ United, il y a peu d'équipes qui vont venir les aider. Owen Kossio était tellement fort hier et c'est logique, on peut laisser la Groupama FDJ United travailler aujourd'hui, s'épuiser un petit peu en tête de peloton. Il y a 11 coureurs devant en plus, donc ça c'est tout à l'avantage des adversaires d'Ewen Kossio. On va devoir rouler assez vite, maintenir un écart assez proche. Donc dû aux 2 coureurs qui sont bien placés devant, on ne peut pas laisser trop d'avance à cette échappée. Et là on a le sentiment que l'équipe Total Energy va peut-être venir rouler à l'avant Non, c'est Matteo Verchi qui vient se replacer dans les premières positions. Il vient discuter, même avec des coureurs de l'équipe Groupama FDJ United. Maillot blanc, Matteo Verchi. Alors ça ne change pas beaucoup de son maillot traditionnel de Total Energy. Maillot blanc de meilleurs jeunes. Cette équipe avec 3 coureurs dans le top 10. Est-ce qu'on y croit encore du côté de Total Energy? J'espère quand même. Pierre Gauthier et Laurent Durusquec ont posé la question à Matteo Verchi. On l'écoute. Bien sûr qu'on y croit, moi puis mes collègues. On a encore 3 dans le coup. Donc non, il y a encore 2 jours de course et la plus dure aujourd'hui. Donc bien sûr qu'on y croit. Ouais. Vous avez l'avantage du nombre, vous le disiez? Ouais, c'est ça. On est en surnombre. Donc on va essayer de jouer. On a une belle étape à faire. Je pense que l'étape va être dure avec le Sucomé à 30 km de l'arrivée. Donc les cartes vont être abattues. Donc on fera un point en haut de la bosse. Ouais. Il va falloir mieux jouer tactiquement qu'hier dans le final. Ouais, hier on a fait une petite erreur, ça a été de laisser partir Ewen qui était vraiment très fort. C'est vrai qu'on a été surpris et on a peu le temps de remettre en route derrière pour le reprendre. Il a pris 15 secondes et il a fait un gros numéro, donc mais bon, c'est pas encore fini. Vous l'avez monté tous les 3 le Sucomé là pendant le Tour de France, c'était il n'y a pas si longtemps. Un avis sur cette montée? Ouais, c'est un mauvais souvenir. Ouais, c'est vrai qu'on a monté il y a 1 mois, donc on a la chance de connaître le terrain. C'est une très belle bosse avec des belles bascules, mais du gros pourcentage, donc il y aura sûrement des écarts. Et rendez-vous à 35 km de l'arrivée pour vivre cette montée du Suc au Mai. C'est vrai qu'on a vu cette formation Total Energy hier représentée par 3 coureurs dans ce groupe et l'entente n'était pas bonne. Est-ce qu'on aurait dû rouler différemment pour l'équipe Total Energy? Matteo Verchi parle d'une erreur. Est-ce qu'il fallait faire rouler un coureur pour les 2 autres à fond ou pas, Christophe, selon vous? Il aurait fallu à un moment donné peut-être prendre une décision, faire un sacrifice, voire 2, sacrifier 2 coureurs pour qu'il y en ait un qui puisse terminer au moins pas trop loin. Je pense qu'on aurait pu au minimum limiter l'écart. On est arrivé hier à une vingtaine de secondes, 25 secondes exactement, 17 pour Matteo Verchi, mais
Je pense qu'il y avait mieux à faire. On se souvient des images d'hier à 1 km, 1 km 5 de l'arrivée. On est revenu à 8-10 secondes d'Ewen Kostiou. C'est dommage qu'à l'arrivée, on ait reperdu du temps parce que dans le dernier kilomètre, on s'est un petit peu trop regardé. Mais déjà, pour moi, l'erreur, elle est avant. C'est-à-dire que quand on est 3 comme ça, sur un groupe de 9, on sait qu'Ewen Kostiou était le plus fort parce qu'il avait déjà fait la sélection une première fois à une quinzaine de kilomètres avant. Je pense que sur les 3, il fallait en laisser un dans la roue d'Ewen Kostiou et le surveiller, comme on dit, comme le laisse sur le feu. Il fallait vraiment surveiller Ewen Kostiou, mettre un coureur dans sa roue et ne pas le lâcher. Voilà, il a surpris tout le monde et après, une fois qu'il a surpris tout le monde... C'est une belle accélération quand même. Ouais, mais bon, si on est dans la roue, on peut quand même essayer déjà tenter de le suivre. Sur les images qu'on a eues, on a eu le sentiment qu'il a surpris tout le monde parce que personne n'a fait attention à lui. Et la première erreur était là et ensuite, oui, la deuxième erreur, elle est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. On a 3 coureurs devant. Il fallait en sacrifier 1 voire 2 pour essayer de tenter de rentrer. Alors, on a essayé de le faire un petit peu. Mais on a quand même un petit peu trop compté sur le fait que les autres allaient nous aider à revenir devant. Quand on est tout seul sur un groupe de 8 et qu'une équipe est représentée par 3 coureurs, oui, on est toujours hésitant à prendre des relais et c'est tout à fait normal. Donc voilà, hier, il y a eu une petite erreur de l'équipe Total Energy. Aujourd'hui, il y a largement de quoi faire quand on voit le parcours pour essayer d'inverser les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'en étant en supériorité numérique comme ils le sont là, tout proche d'Ewen Kostiou, on va pouvoir essayer d'entamer une course un peu... essayer d'harceler un petit peu Ewen Kostiou, mais créer une course de mouvement, ce serait à l'avantage de Total Energy aujourd'hui. Et nous sommes à l'arrière du peloton, dans les roues des derniers maintenant à l'avant avec l'équipe Groupama FDJ United. Les hommes de tête, eux, vont franchir dans quelques mètres le sprint numéro 2 du côté de Saran. Ils vont pas tarder à arriver à Saran, ces hommes de tête. 54 km 400 de l'arrivée. Vous découvrez Mathis Grisel à l'image. Et juste devant lui, Tom Magno, le de Sévrien de la formation Nice Métropole Côte d'Azur. Ici, c'est Léandre Lozoué pour CIC Pro Cycling Academy. Son dossard à 84. Le panneau Saran. Avec, vous l'avez peut-être vu sur le panneau, le dessin du musée du président Jacques Chirac. On en reparlera dans quelques instants. Dossard 47, c'est Colin Savios d'Unibet Rose Rocket. Équipe à l'attaque dès les premiers mètres de cette étape. Valentin Rotaillot, dossard 57. Ewen Kostiou qui s'est imposé hier, 3e victoire de la saison. Il avait fait coup double à l'étoile de Bessèges. Ewen Kostiou, vainqueur du contre-la-montre et du classement général cette année. Il a offert hier à son équipe Groupama FDJ United sa 8e victoire de la saison. Après les 2 titres lors des championnats de France. Sur route pour Romain Grégoire. Pour le contre-la-montre, c'était Rémi Cavagna qui s'était imposé. Et là, voilà l'entrée dans Saran. On rentre dans Saran, on va avoir le sprint Exactement. intermédiaire dans Saran. On voit là depuis tout à l'heure, c'est une bonne partie montante quand même. Ça, c'est pas répertorié. J'allais dire c'est gratuit. Cadeau. C'est cadeau. Si on a mal regardé le graphique ce matin, on pourrait penser que ça allait être tout plat. Et ben non, pas du tout. Allez, on va voir là pour ce sprint intermédiaire. C'est Juillard là qui est en train d'essayer de partir à l'avant pour aller marquer le maximum de points. Dans sa roue, c'est Pierre-Henri Basset, ouais. Évidemment, puisque ce sont les 2 mieux classés au classement général. Il y a des bonifications et puis il y a les points pour le maillot bleu de meilleur sprinter. Et ben voilà, c'est Juillard. Maximilien qui passe devant. Pierre-Henri Basset en 2e position. Et alors le 3e, on ne l'aura pas parce qu'on ne l'a pas eu à l'image.
Et derrière, c'est toujours Rémi Cavagna qui roule en tête de peloton. Pour l'instant, on s'économise bien du côté des équipiers d'Ewen Kostju. Il n'y a que Rémi Cavagna qui travaille. Et il n'y a pas besoin de mettre un autre coureur puisqu'on le voit bien, l'écart et tout est sous contrôle. Et Maximilien Juillard est donc, vous le voyez avec son dossard 182, le maillot bleu virtuel de ce Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine, 59e édition cette année de cette épreuve historique. Cher à Christian Courbater, le président et organisateur. 3 points de plus donc pour Maximilien Juillard, 2 points de plus pour Pierre-Henri Basset. Et puis des bonifications. 2 secondes donc pour Pierre-Henri Basset et 3 pour Maximilien Juillard qui revient à 1 minute 35 au classement général du porteur du maillot jaune que vous voyez au milieu. Ewen Kostju. Nous sommes donc à Saran. Ouais, changement de configuration là, à la sortie de Saran, ça va commencer un peu à se compliquer au niveau du parcours et on le voit dans le peloton. C'est terminé, maintenant on ne reste plus derrière les Groupama FDJ United tranquillement. Maintenant toutes les équipes viennent se regrouper à l'avant pour être bien placées. Vous découvrez Saran, cette petite commune, 26 km², 260 habitants. Le village de Saran qui comprend le bourg et ses 18 hameaux. Commune située dans le parc naturel régional de Millevaches en Limousin entre les villes d'Égletons et de Corrèze au sud-est du massif des Monédières. Et vous voyez le musée Jacques Chirac qui rassemble les cadeaux offerts aux chefs d'État lors de ses différents déplacements en France et à l'étranger, dont le président a fait don au Conseil général. Musée inauguré en 2000. Et musée cambriolé à plusieurs reprises. La dernière fois, le 6 août, c'est tout récent. 10 mois après un précédent vol au préjudice estimé à plus d'1 million d'euros, notamment le maillot de Zinedine Zidane porté lors de la Coupe du Monde et la réplique du trophée selon les infos de France Info. Mais hier, on a appris que 5 Lyonnais avaient été interpellés, mis en examen pour un vol commis en Suisse et ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le cambriolage du musée Jacques Chirac. Affaire à suivre. Alors on a peut-être retrouvé les auteurs de ces méfaits. Voilà le musée Jacques Chirac, président de la République entre 1995 et 2007 et qui vivait notamment au château de Bitty sur la commune de Saran en compagnie de son épouse Bernadette qui elle était adjointe au maire de Saran et longtemps était élue au conseil général de la Corrèze. L'écart qui se réduit. Moins d'une minute à la sortie de Saran. Alors la route sera encore assez bonne jusqu'à Chaumeil. Christophe, assez large, propre. Et après ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus vallonné. On rentrera dans les Monédières, véritablement. Baptiste Westrhofer qui se retourne. Et le peloton est tiré. On voit des coureurs de Décathlon. SCMA CGM Team, l'équipe Décathlon qui n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une tactique en vue, Christophe? Est-ce qu'on veut rien dire? Est-ce qu'on est un peu déçu d'hier, même si Antoine Lotte est toujours bien classé? Quelle est votre explication à vous? Bon, on doit être déçu d'hier de toute façon. Dans tous les cas, on a perdu le maillot jaune. On a seulement Antoine Lotte devant. Alors c'est certainement la meilleure carte de cette équipe pour le classement général. Mais oui, je pense qu'on est un petit peu déçu. Et puis sur le fait qu'on ne réponde pas ce matin, on sait que maintenant, cette équipe Décathlon CMA CGM, elle a ce mode de fonctionnement au niveau de la communication. Et moi, je trouve ça plutôt bien. C'est que voilà, les jours importants, on n'a pas envie de répondre à tous les médias. On a envie de rester concentré, de rester focus sur la course. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un des éléments que moi, j'arrive à identifier comme ça. Donc, voilà, je pense qu'on a à cœur aujourd'hui de se racheter. Je ne sais pas si c'est pour se racheter, mais en tout cas de bien faire
Et du coup, ça passe par rester concentré, même sur le début de course. On a envie de bien faire et en tout cas d'essayer aujourd'hui de faire mieux qu'hier, de renverser pourquoi pas ce classement général. Et là on voit, ça commence à frotter. L'équipe Total Energy, les Cofidis qui viennent se rapprocher de la tête du peloton. Ewan Kostju avec son maillot jaune, toujours très bien placé. Les Décathlon CMA CGM un petit peu plus loin, on vient d'évoquer leur cas. Et l'écart qui est tombé sous la minute, donc ça montre bien. C'est pas une vraie volonté pour le peloton d'aller chercher l'échappée. C'est juste que comme tout le monde veut se replacer à l'avant, obligatoirement, ça fait que naturellement le peloton accélère. C'est Carter Guichard qui a pris la 3e place du sprint de Saran. Christophe, on a une question. L'équipe FDJ United n'aurait-elle pas eu intérêt à mettre un coureur dans l'échappée en relais pour Kostju? C'est Michel de Saint-Léon sur l'île qui nous pose cette question. Le risque, c'est que si on met un coureur à l'avant et que derrière on n'a plus assez de monde pour rouler, pour contrôler la course, on peut se retrouver vite en difficulté. Donc mettre un coureur devant, oui, ça peut être une bonne carte, mais surtout quand on est, je dirais, en position de reprendre du temps au maillot jaune, parce qu'on peut avoir des coureurs qui attaquent de loin, et là c'est intéressant d'avoir un coureur devant. Après, mettre un coureur devant quand on est leader, pour moi, c'est toujours un risque, d'autant plus que là, ils sont plus que 6 au départ. On a Lewis Bauer hier qui a abandonné. Donc du coup, ça veut dire qu'on se prive d'un de ses équipiers à l'arrière pour pouvoir rouler et contrôler le peloton. Donc voilà, je dirais que les deux stratégies se valent. Sauf que je trouve que c'est quand même risqué de mettre un coureur à l'avant. On a vu sur la première étape, notamment Ewan Kostju subir une crevaison à 11-12 km de l'arrivée. On est toujours plus rassuré quand on a quand même des équipiers autour de soi dans ces moments-là. Et si on en a un devant dans l'échappée, il ne pourra jamais venir nous aider. Alors que là, on voit Axel Mario à l'arrière du peloton. Alors, je ne sais pas s'il y a... Non, j'avais pas l'impression sur son attitude. Je ne sais pas s'il y a une inquiétude à avoir. Il a fait un beau résultat hier, Axel Mario. Un résultat à confirmer. On va l'écouter. Christophe, au micro de Pierre Gauthier et Laurent Durusquec ce matin au départ. Ouais, c'est sûr, c'est dommage. On était sorti dans la première bosse à 5. Ça s'est pas trop entendu, du coup c'est rentré, puis on est ressorti à une petite dizaine sur la fin. Ça a été un final assez tactique, même si Ewan était très costaud hier. Je pense qu'il n'a pas volé sa victoire. Il est sorti de l'arrière et puis il a résisté. Après, c'est dommage que c'était un peu désorganisé dans le final. Il y avait quand même des équipes surreprésentées qui n'ont pas forcément joué le jeu pour revenir. On est revenu à moins de 10 secondes normalement. Donc, du coup, ça a un peu bien dessiné le général, surtout pour la victoire finale. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais ouais, je me sentais plutôt bien. Ouais. C'est le cas depuis quelques semaines, donc c'est cool. L'objectif maintenant, c'est de garder cette 5e place ou d'essayer d'aller lever les bras, comme sur le Tour de l'Ain? Ouais, ça va être un peu le même principe qu'au Tour de l'Ain. Ça va être essayer d'arriver aujourd'hui au moins pour la victoire. Au Tour de l'Ain, j'étais 2e et on me demandait si je voulais renverser le général, mais c'était trop compliqué. Là, je pense que ça va être encore un peu le cas, mais c'est essayer d'arriver pour la victoire aujourd'hui. Et si on arrive pour la victoire et qu'on fait un bon résultat, ça peut nous permettre de grappiller quelques places. Ouais. Les jambes sont bonnes en tout cas? Ouais, je pense que je suis dans une bonne période, surtout la confiance est là et l'équipe marche super fort. On était encore bien présent dans le final hier, donc c'est bien. Merci. Axel Mario, 5e à 35 secondes. Vous voyez la composition de cette équipe CIC Pro Cycling Academy qui s'est montrée sur ce Tour du Limousin. Vous avez Léandre Lozoué que vous voyez à l'image en tête de course. On a vu Joris Chaussilan aussi attaquer lors de la première étape. Il est 32e à 1 minute 46, Joris Chaussilan. Et Jean-Loup Fayol, lui, est 29e à 1 minute 46. Voilà, beau tir groupé des coureurs de l'équipe CIC Pro Cycling Academy. Émilien Jacquelin est là, pas besoin de rouler. Aujourd'hui, son équipe n'a plus le maillot jaune à défendre. Il est dans le peloton. Pas pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'après on va avoir un mouvement de course de cette équipe où on va le solliciter. Mais oui, pour l'instant, il est plutôt au chaud dans le peloton. C'est une nouvelle configuration pour lui. Parce qu'à la Polynormande, il a roulé. Sur les premières étapes, il a roulé. C'est la première course où il a le droit d'être dans le peloton au chaud et de profiter de l'aspiration des autres. Exactement. On avait une question d'ailleurs de Bernard de Pau. Est-ce que Émilien Jacquelin va reprendre le biathlon après son essai cycliste? Son objectif sont les Jeux Olympiques de 2030. Donc oui, effectivement, il reprendra le biathlon. Est-ce qu'il le reprendra dès la saison prochaine? Pour l'instant, il n'en a pas encore parlé. Il n'a pas évoqué le fait de reprendre.
En tout cas, il se fait la caisse là sur le Tour du Limousin. Après la Polynormande dimanche, ses 2 premières courses professionnelles. C'est lui qui remontait le peloton, j'ai l'impression. Ouais. Hein. Il se fait sa place. Il se fait sa place, ouais. Cette équipe Décathlon CMA CGM qu'on commence à voir venir se replacer dans les toutes premières positions du peloton. Prochain point à suivre, bien sûr, le sprint de Chaumeil, le dernier de la journée. Et puis ensuite, on aura les 2 derniers meilleurs grimpeurs, dont cette fameuse côte du Suc au Mai, dont le point bas est situé à 35 km de l'arrivée. Et enfin, un deuxième grimpeur pour conclure cette étape. Grimpeur de 2e catégorie, ce sera la côte de Saint-Thirier, le Déjà-là. Alors cette côte du Suc au Mai est répertoriée 1re catégorie sur ce Tour du Limousin. Elle n'était pas 1re catégorie sur le Tour de France. Christophe, comment vous l'expliquez? C'est une question de Jean-Philippe. C'est les organisateurs qui définissent les catégories des ascensions auxquelles ils attribuent des points. On n'est même pas obligé d'attribuer des points à toutes les ascensions qu'on a. D'ailleurs, il y a souvent des ascensions où on n'a pas de points. Après, la catégorie à laquelle appartient l'ascension, avec le nombre de points qui va avec, ça c'est vraiment l'organisateur qui le définit, mais c'est aussi par rapport à la difficulté de la course. Là, on est sur une 1re catégorie sur le Tour du Limousin, parce qu'on n'a pas non plus de grands cols comme on peut l'avoir sur le Tour de France. Au Tour de France, on la met en 2e catégorie parce qu'on a des premières catégories. Non, on le met en 3e catégorie parce qu'on a des 2e catégories, des premières catégories et des cols hors catégorie. Donc, si on compare ça au Ventoux, au Tourmalet ou à l'Alpe d'Huez, on voit bien qu'en fait, c'est une côte qui est presque anodine. Donc, on ne peut pas non plus la mettre aussi haute en classement que ce qui est fait sur le Tour du Limousin. Donc même le barème de points est aussi défini par l'organisateur. Donc il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là, en tout cas pas de règles de l'Union cycliste internationale imposées. C'est les organisateurs qui décident quelle côte et quel classement ils attribuent à chaque ascension. Merci pour ces précisions, Christophe. Une autre question. Pourquoi Mathieu Van Der Poel ne participe pas au Tour du Limousin? C'est Jacques. Déjà parce que son équipe n'est pas au départ. Déjà, voilà, c'est une bonne raison. On ne peut pas participer aux compétitions individuellement, déjà. Pourquoi il n'y participe pas pourquoi son équipe n'y participe pas? C'est certainement qu'on a, je l'ai souvent dit depuis le début, mais il y a de la concurrence. Gros programme de course au mois d'août. Il y a 2 voire 3 courses en même temps sur 3 ou 4 semaines là, donc c'est compliqué pour les équipes de s'aligner sur tous les fronts. Donc voilà, on fait des choix et Mathieu Van Der Poel, alors j'ai pas regardé, mais peut-être qu'il souffle un petit peu en vue de la fin de saison. Je vais essayer de voir ça, mais petit-fils de Raymond Poulidor, voilà pourquoi on pose cette question, évidemment. Il n'a pas couru pour l'instant depuis le Tour de France, et sa prochaine course où il est prévu, c'est les championnats du monde. Ah oui. Tout simplement. Donc entre les deux, je crois qu'il a prévu de faire un petit peu de VTT. Il va peut-être revenir faire quelques courses sur route, mais pour l'instant son programme de course n'a pas encore été annoncé. Nathan, qui est avec nous dans l'équipe technique, vous confirme cette information. Il fait du VTT pour l'instant. Salut Nathan, qui est avec nous à chaque fois sur ses courses. Merci à lui. Les championnats du monde qui auront lieu à Montréal du 20 au 27 septembre, sans Jonas Vingegaard, qui est forfait et qui a annoncé sa fin de saison. On sait que Thomas Voeckler, le sélectionneur, nous écoute. On le salue. Thomas, merci de regarder sur Limousin, sur Noix ou sur France.tv, ce Tour du Limousin. Et on attend évidemment cette liste pour les mondiaux. Thomas Voeckler qui la dévoilera le 11 septembre, tout comme la liste de l'équipe féminine française, dévoilée par Paul Brousse, le sélectionneur poitevin. Et après les mondiaux, on retrouvera les coureurs sur les championnats d'Europe à Ljubljana, en Slovénie, du 2 au 7 octobre. Voilà, gros programme entre septembre et octobre. Les mondiaux de cyclisme sur un parcours difficile. Ouais, avec Christophe, du côté de Montréal. On connaît à Montréal la course traditionnelle. Sur un parcours qui va être sensiblement le même qu'au Grand Prix de Montréal. Un parcours exigeant où on a vu l'année dernière Pogacar laisser la victoire à son coéquipier McNulty. Ils sont arrivés à 2, mais un circuit très très exigeant.
avec cette côte qui nous monte en haut du Mont-Royal. Oui. Et oui, il y a beaucoup de, Ouais, belle bosse, hein, beaucoup Mont-Royal. de dénivelé. Et il n'y a pas que cette bosse-là. Hein, il y en a aussi de l'autre côté du circuit. Donc voilà, c'est un parcours exigeant avec beaucoup de dénivelé qui correspond parfaitement aux qualités d'un certain Tadej Pogačar notamment. À suivre, évidemment. On va d'abord le regarder sur la Vuelta. Tadej Pogačar. Il est déjà un gros en programme. mission pour aller chercher sa première oui. Vuelta. Ouais, il ne l'a jamais gagné encore. Enchaîner Tour de France et Vuelta, et puis après les mondiaux. On suivra ça évidemment. Allez, les coureurs de tête qui se rapprochent du 3e et dernier sprint du côté de Saint-Augustin. Il ne pleut plus sur les routes du Tour du Limousin. Le sprint à 500 mètres. Il a plu ce matin au départ. Il y a eu quelques gouttes également. Tout à l'heure, le ciel est gris, nuageux. Pour l'instant, il ne pleut pas. Tant mieux pour la sécurité des coureurs. En plus, la route a l'air de s'être un peu asséchée par rapport à ce matin. Il pleuvait du côté de Saint-Augustin. Allez, ce sprint. On va surveiller Maximilien Juillard. Pierre-Henri Basset, bien sûr. Pour l'instant, c'est Pierre-Henri Basset qui est devant. Est-ce qu'on s'est entendu entre les deux pour faire 1-2, 2-1, 1-2 On va voir. C'est possible, hein. Oh ouais, c'est tout à fait probable. Eh non, peut-être pas. Pas tant que ça, non. Non, on se fait le Maximilien sprint. Juillard, ouais. Et c'est Maximilien qui était mieux placé, évidemment, dans les roues de Pierre-Henri Basset. Et qui prend donc 3 points supplémentaires. Il portera ce soir, s'il a fini l'étape, le maillot bleu de meilleur sprinter. Et puis encore des secondes de bonification. Ça fait 8 secondes de bonification pour Maximilien Juillard du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Et 7 secondes pour Pierre-Henri Basset. C'est bien pour cette équipe Continental Fédérale. Là, on est en train d'avoir un maillot de leader. On sait que c'est important. Déjà qu'ils aient de la visibilité en étant devant, en faisant des résultats. Et puis maintenant, en montant sur le podium. Et on voit, c'est en train à nouveau à l'avant de se replacer pour certaines équipes. L'équipe Saint-Michel Préférence au Maubert 93 qui vient se replacer. 14 points donc pour Maximilien Juillard au classement du meilleur sprinter. 7 points pour Pierre-Henri Basset. De l'équipe Astana Développement. C'est pas l'équipe numéro 1 de la formation Astana. Ce sont les jeunes, futurs certainement, sociétaires de l'équipe Astana. World Team. Pierre-Henri Basset, originaire de Bréant dans les Côtes-d'Armor. Vainqueur du Grand Prix de Plouay, notamment. C'était en 2024. Il a rejoint Astana Développement l'an dernier. Il a remporté avec son équipe le Tour de Rhodes avec une victoire d'étape. Lui qui a couru par CIC Unante Atlantique en 2024. Quand il a remporté le Grand Prix de Plouay, justement. Il avait terminé également 5e du Tour d'Alsace. Pierre-Henri Basset, coureur d'XDS Astana Développement Team, qui est à l'avant. Plusieurs formations en tête de peloton, notamment l'équipe Saint-Michel, préférence Aubert 93. Et oui, parce que là on va y arriver. Hein. Dans un peu plus de 3 km, on est au pied du Succomet. Donc le point important de cette journée, le moment clé. Et on le voit, on est en train de faire l'effort là pour se placer au mieux. La route n'est pas très large et surtout on va le voir. Hein, c'est très très raide, surtout dans la première partie. L'équipe Saint-Michel, préférence Maubert 93, qui a 2 coureurs dans le top 10 et notamment Johan Simon. Alors on lui a demandé évidemment s'il connaissait cette côte
du SUC au Mai. Et puis on parlait de la performance de son équipe. On l'écoute. Ouais, c'est une belle réussite. On aurait voulu faire un petit peu mieux dans le final, mais ça s'est pas passé forcément comme on avait prévu. Et puis devant, ils étaient vraiment forts, donc on a donné le maximum avec Thomas. Et puis sur toute la journée, l'équipe elle a fait un super boulot, donc ça récompense un petit peu quand même nos efforts de la journée. Et puis aujourd'hui, on va essayer de bien faire aussi. Oui, justement, aujourd'hui, c'est quoi l'idée? Essayer de consolider votre place dans les 10 premiers ou essayer de viser encore un peu mieux? Ça va être dans un premier temps de consolider le top 10 général, et puis ensuite on va essayer aussi de remonter au général, et puis pourquoi pas jouer la victoire d'étape avec un gars de l'équipe. Donc on verra comment ça se passe, comment ça court, et on verra en fonction de la journée. Ces routes du Tour du Limousin, là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des routes assez dures, hein, c'est jamais plat, ça fait que de montée, descente, c'est assez sinueux, donc c'est vraiment des journées assez dures. Toute la journée on est en prise, et souvent dans le final ça explose comme on a pu le voir hier, parce que tout le monde est fatigué en fait. Aujourd'hui c'est le fameux Sucomé, est-ce que vous la connaissez cette montée? Je connais pas, mais j'ai vu au briefing que c'était assez dur quand même, donc on va voir ce que ça donne dedans. Merci. On reconnaît pas du coup ces côtes, là Christophe, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors si on est dans le coin, dans la région, à un autre moment de l'année, on peut toujours aller voir. Mais non, alors on n'a pas le temps sur le Tour du Limousin de venir repérer. Mais c'est comme ça sur toutes les autres courses. Il n'y a vraiment que les grandes classiques ou les grands tours où on va repérer certains cols. On ne repère jamais tout le parcours en entier, bien entendu. Mais on repère certains points qu'on estime clés ou que le staff a estimé où il y avoir une importance. Donc voilà, mais là non, effectivement. Alors après, il y a un moyen de le repérer. C'est de regarder le replay du Tour de France et puis on essaie de voir un peu ce qu'on arrive à en décrypter à l'image. Même si bon, la montée c'est la même, mais il y avait beaucoup plus de public et tout ça. C'est toujours difficile à avoir des repères, mais bon, ça peut déjà donner une idée. Les coureurs du Tour de France qui l'ont escaladé à 2 reprises, puisque en 2020, l'étape Chauvigny dans la Vienne qui arrivait à Saran l'avait emprunté également. C'était l'année du Covid avec ce Tour de France qui avait été décalé au mois de septembre et qui avait traversé la magnifique région du Poitou-Charentes avec cette étape entre les îles d'Oléron et l'île de Ré. Ça vous parle, Christophe? Oui. C'était l'arrivée joli, à Saint-Martin-de-Ré là-bas. Exactement, bien vu. Et c'était arrivé au sprint. Oui. Et je vous donnerai plus le nom du C'était vainqueur. Wout van Aert, il me semble. Ou Pedersen, Wout van Aert ou... Ni l'un ni l'autre. Je vais retrouver ça. Ouais, merci. Et nous, on va profiter de cette course, puisqu'on est sur le Tour du Limousin, Périgord, Nouvelle-Aquitaine, avec l'étape Rennes, aujourd'hui, entre Saint-Privat et Égletons. Plus de 180 km. Ewen Kostiou en jaune et un groupe de 11 coureurs en tête avec un peu moins d'une minute d'avance sur le peloton. Alors que les coureurs entrent du côté de Chaumeil. Chaumeil, nous sommes à 36 km de l'arrivée. Vous le voyez, on voit l'écart avec le peloton grâce à cette vue d'hélicoptère. Merci Sébastien Gallaudet, notre réalisateur, de nous proposer cette vue. Et là, vous êtes avec les coureurs, dans le peloton, au cœur du peloton. Magnifiques images, merci à nos cadreurs et à nos pilotes moto et hélico. Et puis on salue aujourd'hui notre directeur Fabrice Goll qui est dans la course et qui ne manque pas de voir Baptiste Westrofer décrocher du groupe de tête à l'entrée dans Chaumeil. C'est fini pour Baptiste Westrofer. Il a consolidé son maillot de leader du classement dit de la montagne. On va appeler spécifiquement meilleur grimpeur de ce Tour du Limousin. Il a fait le job. Échappé hier, échappé aujourd'hui. Il a pris un maximum de points. Il ne disputera pas les points du meilleur grimpeur de première catégorie de la côte du Sucomé, ni ceux de la côte de Saint-Thierry. Il est déjà là. Bon, allez, je vais le dire avant qu'on soit dans la bosse. Non, c'était Sam Bennett, rien à voir. Je me suis complètement trompé. Le coureur que j'ai cité, Wout van Aert, il est où? Je l'ai vu 37e de l'étape. Ouais, il était là déjà. Il était là. Il faisait la course. Sam Bennett ça accélère dans le peloton. Caleb Ewan et Peter Sagan. Allez, dans le peloton, c'est parti maintenant. On est dans cette ascension. On voit, on veut absolument être bien placé au pied. On l'a dit, c'est raide, c'est assez étroit. Il faut être dans les tout premiers du peloton.
Là, vous êtes à Chaumeil. Le nom fait écho aux anciennes toitures de Chaume, selon le site de tourisme des Glotons. Voilà, vous voyez les maisons aux façades d'ardoise, construites sur un modèle traditionnel et typique des monnaies d'hier. C'est aussi le berceau de l'accordéon. Christophe, on va revenir à la course, bien sûr, hein, mais notamment Jean Ségurel, qui est le plus célèbre accordéoniste, chevalier de la Légion d'honneur en 1968 par le général de Gaulle. Il est l'auteur de plus de 600 chansons, dont la plus connue est Bruyère corésienne, qui date de 1936. C'était un musicien, mais aussi un grand passionné de sport. Il a créé en 1952 la course cycliste du Bol d'Or des Monnaies d'hier. Vous connaissez, Christophe? Le Bol d'Or des Monnaies d'hier, oui, ça vous parle? D'ailleurs, Michael de Maniac-Bourg nous posait la question si vous aviez participé à ce fameux Bol d'Or. Il a dit vous êtes trop jeune, mais vous auriez pu le faire. Mais j'en ai entendu parler, ouais. Nicolas Vongondi en est le dernier vainqueur, c'était en 2002. Bah, j'aurais pu le faire, oui. Voilà. Raymond Poulidor, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Jacques Anquetil ou encore Laurent Jalabert font partie des lauréats de ce critérium cycliste. On le salue également, Laurent Jalabert, il est peut-être à notre écoute. Il aime bien ce tour du Limousin aussi. Et le peloton qui est en train de revenir très vite, oui, très fort. Là, sur l'échappée. On voit ça explose un petit peu de partout. On a des petits groupes qui se forment à l'arrière. Ah, et l'équipe Cofidis qui maintenant prend la tête. C'était l'équipe Decathlon CMA CGM qui a fait le pied. Maintenant, on a des coureurs de l'équipe Cofidis qui tentent d'accélérer. Allez, on se demande un peu. On discute avec le directeur sportif. J'y vais pas, je continue ou pas. On discute surtout entre coureurs là. Hein. Je pense entre coureurs, d'accord. Je pense que là, on aurait voulu que tout le monde suive pour que le peloton accélère. Le but n'est pas de partir tout seul. Et c'est parti pour la côte du Succomet, véritablement. On commence dans des portions difficiles avec Valentin Retailleau. Ouais, là, les coureurs qui n'ont pas le loisir d'observer ce château. L'écart est réduit 25 secondes désormais. Allez, Valentin Retailleau. C'est parti pour Valentin Retailleau. Mathis Grisel et Pierre-Henri Basset. Oui. Les deux qui tentent de... Voilà, c'est terminé là pour Tom Dannenwirt. Il a bossé pour son leader à l'avant du peloton. On voit Westrhofer en difficulté aussi. On les distancé maintenant. Valentin Retailleau. Ouais. On est sur des gros pourcentages. Hein. Là, sur le pied, on a 8, 9,5, 10% de moyenne. Il n'y aura que le dernier kilomètre où ce sera un peu plus facile. Et là, on retrouve deux coureurs. Là, on était sur la tête de peloton. Là, hein. Oui, 3 km. On retrouve Valentin Retailleau à l'avant, Pierre-Henri Basset en deuxième position, Mathis Grisel en troisième. Champion de France Espoir 2021, Valentin Retailleau. Coureur local, hein, il est né alors pas en Corrèze, il est né à Oradour-sur-Glane, côté de la Haute-Vienne. Les coureurs qui seront en Haute-Vienne demain. Il n'a pas attendu d'être chez lui pour attaquer. Valentin Retailleau. Il est là présent à l'avant. 59e à 9 minutes 45 au classement général. C'est plus dur pour Mathis Grisel visiblement. En revanche, Pierre-Henri Basset est revenu quasiment dans la roue de Valentin Retailleau. Ouais, Pierre-Henri Basset qui lisse un peu son effort. Allez, là, on a Pierre Thierry distancé. Les coureurs de l'équipe Powell aussi distancés. Ah, on a des Rouennais. Les coureurs du Vélos Club Rouen qui sont aussi en train de se faire distancer. Justin Coron notamment. On a vu Clément Petit aussi, 134, qui est en train de se faire distancer. À Mathis Grisel, on le voit au fond là, qui essaie de s'accrocher là sur ce replat, essayer de reprendre un petit peu de vitesse pour rentrer sur les deux coureurs à l'avant. Elle est assez impressionnante cette côte, hein, vraiment. La côte du Succomet, un petit peu plus de 30 km de l'arrivée. On a deux autres coureurs derrière qui tentent de revenir, et notamment Colin Savioz d'Unibet Rose Rocket. Pour l'instant, ils sont deux en tête. Valentin Retailleau. C'est fini pour Noah Isidore, le vainqueur de la première étape. C'est normal, c'est trop dur pour lui. Noah, il n'a pas ce profil, il n'a pas cette caractéristique sur les ascensions comme ça, aussi raides et aussi longues. Il a fait le job lors de la première étape. Hein. Il a gagné l'étape, bien emmené par Pierre Gauthierrard. Et il a pris le maillot jaune de leader. Voilà, mais hier, Ewen Kostiou a été plus fort, plus costaud. Et il a perdu son maillot.
Et allez, on voit là le peloton emmené à nouveau par les Décathlon CMA CGM. On revient progressivement sur les hommes qui étaient en tête dans ce groupe. Et toujours Valentin Retailleau qui mène, qui demande peut-être un relais à Pierre-Henri Basset. On regarde en même temps si Mathis Grisel revient. Et vous voyez le peloton qui est là juste derrière. Les encouragements du public. Ouais, le peloton qui s'étire des coureurs Cofidis là qui sont en difficulté. Tout comme Tom Mingnaud qu'on a vu dans l'échappée. Camille Charret distancé pour la Cofidis. Valentin Retailleau qui essaie de faire le point en se retournant, qui suit. Ils sont en train de rentrer. Tout le monde se retourne. Mathis Grisel également. Il continue, hein. Pierre-Henri Basset devant. Il a mieux géré son effort que Valentin Retailleau. Là, on voit il est en train de partir seul, mais derrière, là-bas, on voit le peloton tout proche. Il n'y a plus que 25-30 coureurs dans cette première partie du peloton. Le maillot jaune qui est bien là, Ewen Koustio. Il a encore 2 équipiers avec lui. Retour sur Colin Savioz. J'ai l'impression qu'Antoine Lotte de Décathlon CMA CGM est tout seul maintenant dans ce peloton. On a fait l'effort au pied pour tenter d'accélérer. J'ai vu Aurélien Paré-Peintre, ouais, exactement. En train de se faire distancer. Il était toujours placé, Aurélien Paré-Peintre, 21e à 1 minute 46. La minute 46, c'est ce temps perdu hier. Il est arrivé dans le 3e groupe. Dans le groupe maillot jaune précisément, après donc Ewen Koustio dans le premier. Et ensuite, il y a ses poursuivants. À commencer par Mathéo Vercher qui s'était détaché. Ouais, on le voit là-bas, Aurélien Paré-Peintre, il est en sursis. Il est à 2-3 mètres des dernières roues de la première partie de ce groupe. Et là, belle montée de Pierre-Henri Basset. Et on a ce coureur là de l'équipe Peloton Intermarché qui lui est sorti du peloton depuis. Oui, tout à l'heure, oui. Tout à l'heure. Peut-être Maxence Place. C'est lui le mieux classé de cette équipe. Ouais. À 2 minutes 13, il est 34e. Le peloton qui est juste derrière. Et c'est dur dans cette côte. Et petit à petit, on lâche. À l'image de Valentin Ferron, le Poitevin. Regardez, ça reprend du pourcentage. Là, on a aussi Michael Van Tourenout, le 191, spécialiste du cyclocross. Tenir le plus longtemps possible jusqu'en haut de cette côte du Sukhomey. Pour ceux qui sont à l'arrière du peloton, c'est l'objectif. Il y a de la pente, on voit, il y a du pourcentage, on voit la difficulté pour les coureurs. On n'a pas beaucoup de vitesse. Obligé de se relancer en danseuse très régulièrement. Et derrière, c'est Total Energy qui est en train de rouler dans le peloton. 32 km de l'arrivée. Elle n'est pas encore terminée, cette côte. Il y a un petit peu de replat. Tout à fait, oui, exactement. Ça va permettre de souffler un peu, trouver un second souffle, voilà, même boire un coup. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ça, on va voir, ça remonte encore sur le final. MG 1 km, voilà, on va voir. Dernier 700 mètres, ils sont durs. Petite redescente et ensuite ça va remonter. Ouais, c'est ça, c'est Maxence Place. Bien vu, Christophe, vous l'aviez reconnu. Le coureur de l'équipe Lotto Intermarché. Le
numéro 26, 34e au classement général à 2 minutes 13. Et on a fait un petit trou par rapport au peloton. Alors, je ne sais pas si ça a temporisé dans le peloton. Si on s'est un petit peu relevé, on se regarde peut-être un petit peu, on hésite à rouler. Mais on ne les aperçoit plus derrière. On s'accroche. On s'accroche. On voit notamment Guillaume Adam là, en dernière position pour le Vélos Club Rouen 76. Et Lars Delmans, le Belge, à ses côtés. Allez, Maxence Place qui a pris le relais. C'est un Belge, hein, Maxence Place. 22 ans. Il est terminé 2e de la Ronde de l'Oise cette année. Avec une 3e place d'étape. C'était le meilleur jeune de l'épreuve. Il est stagiaire issu de l'équipe Arco. Il a gagné chez les juniors la Philippe Gilbert. Et ça attaque derrière. Ouais. C'est Aramburu hein, peut-être bien qui attaque là, j'ai l'impression. Pour l'équipe Cofidis. Ça suit derrière. Ouais, Total Énergie dans les roues. Et bien placé. Groupama FDJ. Ewen Kostiou, très facile. Hein. Là, il est revenu devant. On a vu Alexandre Delette directement dans la roue d'Ewen Kostiou. C'était bien Aramburu. Le MG. C'est Maxence Place qui est passé en tête devant Pierre-Henri Basset. Il empoche 10 points. Ce meilleur grimpeur de première catégorie, la côte du Succomet. Allez, Aramburu devant Brieux Roland, équipier d'Ewen Kostiou. On va essayer de voir hein, si on a un autre équipier du côté d'Ewen Kostiou. Oui, notre interrogation de début de retransmission, savoir quel niveau était l'équipe Groupama FDJ United. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 4 coureurs de l'équipe Total Energy. Là, on voit, on est regroupés ensemble. L'arrivée est encore loin. Hein. Certes, on avait l'ascension la plus difficile là qu'on vient de passer, mais il y a déjà eu un gros ménage. Maintenant, il va falloir gérer hein, ces 30 derniers kilomètres. Il y a encore une autre ascension à effectuer, répertoriée, mais on le voit, c'est jamais plat sur ces routes. Et parmi les deux coureurs à l'avant, c'est toujours Pierre-Henri Basset hein, qui est le mieux classé à 1 minute 46 au général. Donc il a pris aujourd'hui 4 secondes de bonif, 5 7 secondes. Ah bah, bon bah alors, donc il revient à 1 minute 39 au classement général d'Ewen Kostiou. Il est passé en tête du premier sprint et 2 fois deuxième. Le deuxième et troisième sprint donc. 7 secondes de bonification pour Pierre-Henri Basset. Le duo en tête. Dans cette descente. S'appliquer sur les trajectoires. Pas prendre trop de risques, mais rouler vite quand même. C'est le défi qu'ils doivent relever pour gagner du temps sur ce peloton avec évidemment dans le peloton la bataille des favoris pour la victoire finale. Et ça descend bien, hein. Ça descend vite pour les deux coureurs à l'avant. On a vu des belles trajectoires, on prend un petit peu de risque pour essayer de gagner du temps sur le peloton. Et pensez à se ravitailler en même temps. Ah, on essaye de nous montrer derrière le peloton, mais ils sont loin. Hein. Ils n'ont même pas tourné encore dans cette épingle à cheveux à droite. On avait vu un panneau, les chemins des Monédières. Les Monédières, ça signifie mont du jour. C'est dû au jeu de lumière qu'il peut y avoir en toute saison. Et surtout à la fin de l'été, lorsque le mont est couvert de bruyère. C'est un massif montagneux au cœur du parc régional de Millevaches. 6000 hectares. Ces landes sèches qui le caractérisent sont classées en zone Natura 2000. Site exceptionnel pour sa flore et sa faune entre Chaumeil, Trégnac, Saint-Augustin, où les coureurs sont passés. Et c'est le puits de Monédières qui est le point culminant
On est passé au Succomet, mais c'est pas le point culminant, le Succomet. C'est le puits de Monédière, 919 mètres d'altitude. Et pas loin des 1000 mètres. Le Succomet, c'est 908. Exactement. Et on peut distinguer par temps clair, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les massifs d'Auvergne. Mont-Dôme, Mont-d'Or et Mont du Cantal. Selon le site Tourisme Corrèze. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non. Le temps est couvert. Trop nuageux, même limite un petit peu de brouillard. Ouais. Bon, pour l'instant, les conditions climatiques sont clémentes. Hein. On n'a pas de pluie, c'est pas humide, la route est sèche. Et on a vu 2 équipiers hein, pour Ewen Kostiou, il y a Brio Roland qu'on a identifié tout à l'heure. Et je pense que le deuxième, c'est Maxime Decomble. Donc pour l'instant, tout va bien du côté de la Groupama FDJ United. Il reste du monde aux côtés du leader. Hier, c'était le pays des pommes en Dordogne. Et aujourd'hui, celui des myrtilles. 73 hectares consacrés aux myrtilles dans ce massif. C'est la plus belle zone de production de la région Limousin avec une moyenne de l'ordre de 25 tonnes par an. Vous avez goûté la myrtille, Christophe? J'en ai déjà goûté, bien entendu. Ouais, aujourd'hui, non? Non, pas. Ah, si, un petit peu. Non, ouais, je sais pas si elle venait d'ici en fait. J'en ai goûté, mais je sais pas si elle venait d'ici. Bon, peut-être pas alors. 25 secondes annoncées pour les 2 hommes. Maxence Place, Pierre-Henri Basset, les 2 coureurs en tête. Dans cette étape reine du Tour du Limousin, Périgord, Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous de nous suivre sur Ici Limousin, Ici Périgord. Noah, France.tv et YouTube. On est ravis de vous proposer en direct ces 4 étapes du Tour du Limousin. On se retrouvera évidemment demain du côté de Limoges pour l'étape finale. D'ailleurs, on a une question à ce sujet sur l'étape de Limoges. Est-ce qu'elle sera difficile, Christophe? Cette 4e étape qui arrive traditionnellement à Limoges sur ce Tour du Limousin. Demain, on aura 2500 mètres de dénivelé positif sur 175 km. On aura une première partie relativement plane. Ensuite, sur le milieu de l'étape, on aura 2 ascensions, une de deuxième catégorie, une de première catégorie. Là, on sera au bout de 70 km à peu près. Et puis ensuite, on se dirigera tranquillement vers Limoges, où on aura une autre ascension de 3e catégorie avant d'entamer le circuit final, où on aura 3 boucles à effectuer. On découvrira demain, mais le circuit final qui a un petit peu changé, mais qui s'annonce toujours difficile avec notamment une belle ascension sur le circuit. Oui. Il y aura des pièges à éviter, nous demande Pierre. Il y a toujours des pièges à éviter. On va voir évidemment en fonction du résultat de cette étape, bien sûr. Et puis on a déjà vu des gros retournements de situation sur cette dernière étape à Limoges. Donc voilà, il faut toujours se méfier de cette dernière étape. Et puis sur cette dernière étape, il y a toujours des coureurs qui se glissent dans l'échappée, qui sont assez proches au classement général. Voilà, c'est une étape qui est compliquée à gérer quand on a le maillot de leader. Allez, un point de ravitaillement là. On voit qu'il y a du monde. On nous pose beaucoup de questions sur le ravitaillement. Enfin, pas sur la zone de ravitaillement en elle-même, mais sur le fait que les coureurs jettent leur bidon. Voilà, on voit des bidons. Donc là, ceux-ci seront ramassés évidemment par les assistants. Mais parfois en zone où il y a moins de monde. Il y a des zones de collecte, Christophe, qui existent. C'est réglementaire hein, depuis le Covid. Hein. Ça, c'est un des effets bénéfiques du Covid, c'est qu'on a arrêté de jeter tous ces papiers et bidons partout. Alors à la base, c'était pour la situation sanitaire, hein, éviter de transmettre du virus ou autre. Du coup, on a gardé ça et maintenant, il y a des zones de collecte. Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est que les coureurs ont interdiction de jeter bidons et papiers en dehors des zones de collecte. Alors, pour les papiers, c'est obligatoire de les jeter dans les zones de collecte. Et là, il y a des personnes qui sont prévues par l'organisation pour les ramasser. Il faut savoir quand même qu'il y a des amendes. Hein, oui. Des amendes qui peuvent être importantes en francs-suisses, parce que c'est en francs-suisses, vu que l'Union cycliste internationale est basée en Suisse. Donc on a des amendes en francs-suisses, mais on a des amendes de pénalité en temps et des amendes de pénalité en points aussi au classement UCI. Donc voilà, les coureurs aujourd'hui sont sensibilisés à ça. Ils y font bien entendu attention. Après, si on voit des coureurs jeter des bidons parfois dans des zones où il y a un peu moins de monde, ça c'est toléré par contre de jeter son bidon à du public.
Ah oui. Bon, là, on peut pas le jeter ici, par exemple. Là, il n'y a aucun public. Là, si on jette son bidon là, voilà, par exemple, à cet endroit-là, si Pierre-Henri Basset décide de jeter son bidon là à droite, il va prendre une amende. C'est Oui, une certitude. personne. Par contre, s'il le jette à gauche, là, bah, on a Volontairement loupé, mais, pour voilà. les supporters qui étaient présents. Voilà, dès qu'on le jette à du public, ça c'est toléré, il n'y a aucun problème. On peut jeter son bidon à du public, mais pas ses papiers, par contre. Ah oui, d'accord. Vous avez vu sur le Tour de France, Bien entendu, les supporters qui demandent les c'est bidons, très prisé, les visaient la caisse. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Le vrai petit jeu. le petit jeu avec la cible et essayer de viser dans la cible pour que le bidon tombe dans le petit récipient, que c'est souvent des enfants qui font ça, mais c'est le grand jeu maintenant sur les courses de vélo. Et vous n'avez pas le droit de ravitailler à pied en dehors de la zone de ravitaillement. L'équipe Lotto Intermarché a été sanctionnée hier sur l'étape numéro 2. Ouais, elle a été sanctionnée, mais c'est le directeur sportif qui a été sanctionné. Alors, Oui, je pense que les lui, assistants peuvent, mais je ne suis pas d'accord. sûr que les directeurs sportifs, il y a des règles un petit peu. Et après, il y a aussi le fait qu'on est sur le bord de la route, le droit de donner des musettes dans la zone de ravito officielle. Après, on voit souvent des assistants arrêtés sur le bord de la route pour donner des bidons. Donc ça, des bidons, on peut, mais c'est pareil. Il y a certaines zones où on ne peut pas. Dans le dernier kilomètre des ascensions, par exemple, on ne peut pas. Dans le dernier kilomètre avant les sprints, on ne peut pas. Donc voilà, il y a certaines règles comme ça où il faut faire très attention. Et c'est d'autant plus important d'y faire attention. Donc, je disais qu'il y a des amendes. Mais c'est aussi important pour les coureurs parce qu'on le voit aujourd'hui, on a énormément besoin de se ravitailler en eau et en solide. Donc voilà, tous ces points de règlement, parfois, il faut bien les étudier pour ne pas se faire piéger. Et Valentin Ferron est toujours dans ce groupe. On l'a vu tout à l'heure un petit peu en fin de peloton. Il est là, dans les roues d'Ewen Kostiou. Le Poitevin. Ewen Kostiou toujours avec ses deux coéquipiers en tête de peloton. Voilà, pour l'instant, on voit là, les 4 coureurs de l'équipe Total Energy. Pour l'instant, à Total Energy, on est resté très sage, très calme dans les roues. Attention, une chute à l'avant. C'est à l'avant. C'est Maxence Place, oui, Maxence Place qui est tombé. Il a glissé, voilà. En plus, il a déraillé. Il est reparti peut-être un peu trop vite. On va voir s'il va réussir à remettre ça. Ah, c'est dans le virage. Ah, il a glissé, on voit. Il est sorti trop large en fait. Mais on l'a vu tout à l'heure déjà prendre des risques. Et oui, il y avait des gravillons à la sortie. Exactement. Bon, il y a pas la chute de Maxence Place. Ouais, sans conséquences physiques. Sans conséquences physiques, mais par contre, il y a des conséquences, on le voit sur le vélo. La chaîne, elle est déraillée, il n'a pas réussi à la remettre. Bon, bah là, il va devoir attendre sa voiture, laisser passer le peloton. Parce que sa voiture est derrière le peloton. Et voilà, il a tout bloqué. Là, il ferait mieux de s'arrêter et essayer de le remettre à la main. Mais oui, on l'a vu tout à l'heure, dans la descente. On prenait des risques, on sortait très large des virages. Donc, on a ralenti du côté du peloton. On les a prévenus avertis, évidemment. On a dit que devant, il y avait eu une chute. Donc voilà, on se méfie dans le peloton. Ça, c'est des infos qui sont passées à la radio. Et c'est important d'avoir des oreillettes dans ces cas-là. L'importance d'avoir des oreillettes pour la sécurité. Voilà, il est là. Il est même obligé de s'arrêter. Maxence, il n'a pas le choix. Son vélo, il ne peut plus rouler, tout simplement. Quelle déception pour le Belge. Il a dû tout arracher, là, en essayant de remettre sa chaîne en pédalant. Il discute en même temps. Lui qui faisait une super étape. Il est parvenu à sortir. On a vu pour Mathis rejoindre Pierre-Henri Basset. Qui s'est arrêté à sa hauteur. Je crois que Mathis voulait essayer de lui donner son vélo, mais a priori, Maxence Place a choisi d'attendre la voiture. Il a dit à Mathis de repartir. Et on rappelle que c'est le mieux classé de cette équipe Lotto Intermarché. On va jouer certainement plutôt la victoire d'étape d'abord pour la formation Lotto Intermarché qui a déjà quasiment sécurisé. C'est pas encore fait. Il y a beaucoup de points pour la montagne demain, mais en tout cas Baptiste Westhofer qui a accru son avance en tête de ce classement. Ça va être dur du coup pour Pierre-Henri Basset tout seul face au peloton à 20 km de l'arrivée. Lourde conséquence cette chute, à la fois évidemment pour Maxence Place, mais pour aussi Pierre-Henri Basset qui se retrouve tout seul. Et la situation pour l'instant elle est idéale du côté d'Ewen Kostiou. Il a encore 2 équipiers. Il n'a pas vraiment été attaqué pour l'instant. On l'a vu très facile, très serein dans la montée du Succomet. On va voir, il reste une ascension, la côte de Saint-Thiriet, le déjà là. Elle est un peu moins dure, mais elle dure quand même. 3 km 600 à 5% de moyenne. Il y a des passages un peu plus raides, autour de 7-8%. On va voir si dans la prochaine ascension, certaines équipes veulent essayer d'embêter Ewen Kostiou.
de l'ascension, c'est à 15 km 800 de l'arrivée pour cette côte. On va pas tarder à... Ouais, ça va venir vite. Ça va venir vite, dans 4 km on y est. Même si vous l'avez dit, rien n'est plat hein. Sur ces routes. Là ça roule pour Pierre-Henri Basset. Ouais, mais ça roule plus vite pour Pierre-Henri Basset que dans le peloton. Ouais, dans le discute. peloton, ça discute. Et c'est normal, on peut laisser un peu de marge, il n'y a pas de souci. Même si Pierre-Henri Basset n'est pas trop loin en général, il est à 1 minute 46. On l'a dit, avec ses bonifs, il est revenu à 1 minute 39. Mais bon, on aura tout loisir de pouvoir lui reprendre du temps. Vous voyez l'église Sainte-Eutrope de Sainte de Grand-Seigne. L'édifice orienté est-ouest. Et là, vous voyez le village abandonné de Cléda. Village du XIIe siècle qui a été pendant des siècles un relais pour voyageurs pèlerins entre les hauteurs du plateau de Millevaches et le pays de Tulle. Les derniers habitants ont quitté le village en 1963. Le village isolé et abandonné au milieu de l'immense forêt de résineux de l'Arfeuil. Cléda renaît en 2001 avec la restauration de la chapelle Sainte-Magdeleine. Et au fil des années, la chaumière, le four à pain, les ruines des maisons d'autrefois parmi les rochers ont été restaurés, et tout cela grâce à l'action de l'association Renaissance des Vieilles Pierres. Le village de Cléda, on est du côté de Grand-Seigne. Dans les tourbières du plateau de Millevaches. À la tête de course, Pierre-Henri Basset. 50 secondes quasiment d'avance. Sur le peloton, il est parti pour un effort solitaire le plus long possible, si possible 18 km évidemment. Oui, pour l'instant c'est tout bonus pour lui. On voit derrière la Groupama UDG United et c'est logique, laisse faire tranquillement. On gère juste le peloton. On a encore un petit peu de marge. On peut laisser Pierre-Henri Basset devant sans aucun problème. Là, on est en train d'appeler sa voiture. C'est peut-être les derniers moments là si on veut échanger avec son directeur sportif. Je crois qu'on a peut-être même un problème mécanique là pour Edwin Fougnier, l'équipe Unibet Rose Rockets. On l'a vu appeler sa voiture, mais surtout regarder son vélo. Ah, il n'a plus de questions à se poser là, Pierre-Henri Basset. Il a on voit l'écart est en train de passer au-dessus de la minute. Il a une belle opportunité de pouvoir faire un résultat là. Pourquoi pas d'essayer d'aller remporter l'étape. Il joue crânement sa chance. Allez, on a un petit groupe là qui est en train de rentrer avec Camille Charret, notamment des coureurs de l'équipe Van Rysel-Roubaix aussi. Attention, on est peut-être en train de laisser partir la victoire d'étape dans le peloton. Pour l'instant, Ewen Kostiou, pas inquiété, il est bien là, avec deux coéquipiers. Il y a bien un problème mécanique. Oui, tout à fait. Oui, c'est bien pour Ewen Kostiou pour l'instant. Position confortable. Situation idéale. La situation idéale. Il a encore deux équipiers. Il a à peu près 1 minute 40 de marge par rapport à Pierre-Henri Basset. Ça va pouvoir se combler sur le final, c'est pas un souci. Et puis surtout, les bonifications les plus importantes à prendre à l'arrivée. Si Pierre-Henri Basset remporte l'étape, elles seront devant. Donc ça, c'est tout à son avantage. Ewen Kostiou, c'est parfaitement géré pour l'instant. On voit derrière l'équipe Cofidis. On est un peu timide pour l'instant, je trouve, du côté des adversaires d'Ewen Kostiou. C'est vrai. L'équipe Cofidis, l'équipe Total Energy. On a vu un petit peu l'équipe Decathlon MACGM tenter d'accélérer. Pour les autres équipes, on le sent. Je dirais pas qu'on a abdiqué, mais on est un peu frileux là à tenter des choses. Voilà, les Cofidis, il y a quand même 5 coureurs qui sont maintenant à l'avant. Et regardez, on continue de laisser partir. 1 minute 15. Ça c'est bien joué, Groupama FDJ United. Voilà, on laisse Pierre-Henri Basset à l'avant. On peut encore attaquer là pour Alex Aramburu, Christophe. Ah bah oui, il reste une ascension. Il reste l'ascension de Saint-Thiriel déjà là. 3 km 600, 5% de moyenne. Il y a un passage pendant 1 km à quasiment 7%. Ouais, Pierre-Henri Basset qui va arriver quasiment là au bas de cette côte. Accélération totale. À l'avant du peloton avec Cofidis dans sa roue. Allez, on a Valentin Retailleau. Valentin Retailleau. À nouveau,
Camille Charret et un coureur de l'équipe Lotto. C'est Mathis Grisel encore, je crois. Hein. Ouais. Oui. Mais là, c'est. Alors oui, on attaque, mais en fait, on pourrait laisser partir hein, du côté de la Groupama FDJ United. Maxime Decombe qui est en train de rouler, mais on peut laisser partir. C'est pas du tout des coureurs dangereux au classement général. D'ailleurs, c'est ce qui est peut-être en train de se passer. Hein. Maxime Decombe qui laisse un petit écart. C'est moins bon pour Pierre-Henri Basset d'avoir 3 coureurs qui reviennent. Effectivement, si le peloton les laisse sortir, on se retourne encore une fois. Et le peloton qui va revenir à cette allure. Pourquoi on n'insiste pas, Christophe? On se regarde un peu. On se regarde, ouais. Je pense qu'on voulait essayer de créer du mouvement, mais le but, c'est pas que ces coureurs-là se retrouvent à l'avant. Le but, c'est que ça bénéficie à un coureur du classement général. Là, le problème, c'est qu'on n'a que des coureurs loin qui avaient réussi à faire un peu le break par rapport au peloton. Enfin, Mathis Grisel, c'est la victoire d'étape qui peut jouer, lui. C'est peut-être celui qui a le plus d'intérêt dans les 3. Lui, oui, voilà, c'est ça. Mais les 2 autres coureurs, eux, leur intérêt, c'est le classement général. Et lui, son intérêt à Pierre-Henri Basset, c'est d'aller chercher la victoire d'étape. On verra après ce que ça donne au classement général. Mais lui, il n'a plus aucune question à se poser. Essayer de rouler le plus vite possible. On annonce 1 minute 10, nous on a 1 minute 17. Allez, 3 km du meilleur grimpeur. On va écouter Christophe Alex Aramburu, votre favori, pour savoir comment il sentait cette étape aujourd'hui. On a vu l'équipe Cofidis en tête de peloton, on l'écoute. Ce sera difficile, hein, c'est une étape très dure, mais on est fort, on l'a montré hier. Il ne faudra rien lâcher aujourd'hui et demain. Le Tour du Limousin, vous l'avez déjà gagné, le Tour du Limousin, vous le connaissez. Le final est très dur, il faudra être devant toute la journée, être très attentif. Dès le début aujourd'hui, ce sera une journée difficile. Alors que Decathlon attaque en tête de peloton. Alex Aramburu qui nous disait qu'il avait une équipe très bonne, que tout se passe très bien. Hugo s'est montré, Camille a beaucoup travaillé ces jours-ci. Qu'est-ce que vous pensez de cette côte, la côte de Sukhumé? C'est une route difficile, c'est vraiment aujourd'hui l'étape reine du Tour du Limousin. On verra comment vont les jambes aujourd'hui. Voilà pour votre favori du jour, Alex Aramburu. On a vu du mouvement en tête de peloton en même temps que nous parlait Alex Aramburu avec cette équipe Decathlon CMA CGM à l'offensive. C'est Aurélien Paré-Pindre qui vient d'accélérer, Antoine Lotte qui est dans sa roue. Regardez, ça étire le peloton, ça fait mal hein, sur cette belle route. Aurélien Paré-Pindre 21e à 1 minute 46 d'Ewen Kosciu. C'est Antoine Lotte hein, le mieux classé de cette formation, 7e à 35 secondes. Et voilà, Antoine Lotte maintenant qui prend le relais, Aurélien qui l'a lancé. Après là on est sur une belle route, hein. Ça va être compliqué de faire la différence. Il est bien placé toujours, Ewen Kosciu. Vigilant dans les 4-5 premiers, évidemment. Allez, c'est maintenant Total Energy qui relance. Il me semble que c'est Ryan Boulawad qui est en train d'essayer de sortir là. Personne n'y va pour l'instant. On s'est regardé. Decathlon n'y va pas. Antoine Lotte qui va prendre la roue du coureur de Total Energy. Allez, c'est quand même Antoine Lotte qui y va. Alors, Antoine Lotte, il n'a pas le choix. Hein. Lui, hein, il veut grappiller des places au classement général. Il veut mettre en difficulté les coureurs du général. Il faut absolument attaquer, reprendre du temps. Et regardez, hein, ça explose de partout. Allez, ça va être dur pour certains coureurs. Ewen Kosciu, très facile à nouveau. Alexandre Delettre en 3e position pour la Total Energy. Derrière, on a des coureurs. Ça commence à être compliqué pour certains coureurs. Camille Charret qu'on a vu tout à l'heure. Allez, c'est Cofidis. Alex Aramburu, c'est votre favori. Alex Aramburu qui contre. Là, il va falloir bouger hein, du côté d'Ewen Kosciu. Il faut voir Ewen Kosciu, ouais. Est-ce qu'il peut réagir? Il a encore un équipier avec lui. Ouais, mais il ne peut pas y aller. C'est dur, ouais. C'est dur. Et Aramburu, il est parti tout seul. C'est Brio Roland, il me semble, qui est en train de rouler. Là, pour Ewen Kosciu. Mais il est parti, Aramburu. Attention, hein, Kosciu. Hein, va peut-être falloir devoir faire le travail soi-même. Hein. Parce qu'on voit l'écart est en train de se creuser. Il se retourne, Ewen Kosciu, pour voir qui est dans sa roue. Et Aramburu qui a pris une vingtaine de mètres d'avance.
On est sur une belle route, hein. C'est pas évident hein, de créer des écarts, de faire la différence. On a vu encore Valentin Ferron dans ce peloton qui s'accroche dans les dernières places. Il y a Ryan Boulawat qui a réussi à revenir. Hein. Ouais, ce qui n'est pas bon signe quand même pour Ouais. Aramburu. Il a réussi à revenir sur Aramburu. Et voilà, derrière ça explose encore C'est à plus nouveau. difficile pour Jean-Loup Fayol de l'équipe CIC Pro Cycling Academy. 29e à 1,46. Il va y avoir des écarts encore ce soir. Après ces différentes accélérations. Allez, toujours Donc l'écart à 50 secondes désormais. Brieux Roland qui fait le travail pour Ewen Kostiou. On a Matteo Vercher hein, dans sa roue, le maillot blanc. Et ça creuse plus là, Christophe, pour l'instant. Pierre-Henri Basset, lui, on l'avait un petit peu oublié. Ah hein, oui, mais oui, il a mais il est toujours toujours 50 devant. secondes Ah, d'avance. il fait une sacrée étape, Pierre-Henri Basset. Échappé hein, depuis longtemps, il faisait partie de la première échappée, en tout cas celle qui a eu un bond de sortie, qui a compté près de 2 minutes d'avance. Le duo Aramburu Boulawat. Première fusée de l'équipe Total Energy. Boulawat peut-être. On va voir si la formation vendéenne peut réaccélérer encore. Bon, ça va bien pour Brieux Roland. Pour l'instant, on arrive bien à gérer l'écart avec Aramburu. Il est même en train de revenir. Ouais, il ramène son ouais. leader. Donc c'est parfaitement joué. On saluera l'accélération en tout cas d'Aramburu. Ça y est, il se relève. Aramburu, attention, on va peut-être avoir des contres encore dans ce groupe maillot jaune. Pierre-Henri Basset qui entre dans Saint-Thirier, le déjà là. Vous apercevez son église au loin. L'accélération, cette fois-ci, c'est pour Decathlon. Ouais, c'est Antoine Lotte. CMA-CGM, Antoine Lotte. Ah, il est là, Ewen Kostiou. Il a réagi tout de suite. Est-ce que c'est Antoine Vercher dans les roues à 1 km du... C'est Mathéo Vercher. Mathéo Vercher, pardon. Non, c'est Antoine pas lui Lotte, parce qu'il c'est n'a pas le lui, maillot non. blanc. Exact, C'est pas lui. Alexandre Delettre qui est là. Voilà, on retrouve allez, Antoine Lotte, Alexandre Delettre et Ewen Kostiou. Ewen Kostiou qui ne prend pas de relais hein, pour l'instant. C'était le deuxième étage de la fusée Total Energy. Ouais, c'est ça, on avait plusieurs cartes à D'abord jouer. Boulawat, ensuite Oh, regarde, on a deux coureurs derrière, Alexandre hein. Delettre. La groupe AMA FDJ United qui sont en train de revenir. Il est vigilant, Ewen Kostiou en tout cas. Ah, on a Brieux Roland et Maxime Decomble là, qui sont en train de revenir sur la tête de course. On va peut-être se retrouver avec 3 coureurs hein, de la groupe AMA FDJ United à l'avant sur 5. Et l'écart un peu moins de 30 secondes maintenant pour Pierre-Henri Basset. Le collectif, un groupe AMA FDJ United qui est vraiment très rassurant hein, aujourd'hui. On le voit, hein, on assume le poids de la course. On est très fort, on est très solide aux côtés d'Ewen Kostiou. Antoine Lotte qui continue d'insister. Alexandre Delettre qui prend le relais. Allez, on arrive au sommet pour Pierre-Henri Basset. Sommet de la dernière difficulté du jour, cette côte de Saint-Thirier, le déjà là. Il reste 12 km à parcourir pour rallier la ligne d'arrivée à Égletons. Un homme en tête, Pierre-Henri Basset, et derrière l'explication des hommes forts de ce Tour du Limousin. Avec plusieurs options, on vous l'a dit, pour la formation Total Energy. Après Ryan Boulawat, c'est Alexandre Delettre qui a attaqué. On a vu Valentin Retailleau également en début de course. Ouais, ça semble un peu plus compliqué hein, pour Mathéo Vercher. Deuxième de l'étape d'hier. Il est pour l'instant piégé hein, dans le groupe au fond. Ça doit être Axel Mario qui est là aussi pour l'équipe CIC aussi. Pro Cycling Academy en avant-dernière position. Il y a un autre coureur Total Energy. Hein. C'est Ryan Boulawat. C'est toujours Ryan Boulawat. Allez, Antoine Lotte toujours qui continue d'insister.
Allez, maintenant, C'est le leader qui prend la tête, Ewen Kostiou. Pour montrer à tout le monde qu'il est là, il est bien présent. Puis surtout, regardez, il va avoir des équipiers. Il y a Maxime Decomble là qui revient. Et Brieux Roland. Toujours, voilà, ouais. 2 équipiers. On a une dizaine de coureurs à l'avant. Même pas 10 coureurs. Donc bravo. La Groupama FDJ United. On est parfaitement représenté pour épauler Ewen. J'allais vous dire que le temps qu'Ewen Kostiou passe devant était plutôt favorable à Pierre-Henri Basset, mais là, il a retrouvé des équipiers, du coup, Ewen Kostiou qui vont pouvoir mener un train. Après, je pense qu'on va temporiser. Certainement. Toujours, l'intérêt de la Groupama FDJ United, c'est vraiment pas d'arriver pour la gagne. Parce qu'en cas d'arrivée au sprint, il y a des bonifications. Il y a peut-être des coureurs plus rapides ouais. qu'Ewen Kostiou, même si l'arrivée est un petit peu difficile en faux plat montant. C'est quand même pas une arrivée en côte. Les 10 derniers kilomètres pour Pierre-Henri Basset en tête de cette 3e étape. On s'énerve un peu du côté d'Antoine Lotte. Ouais, c'est bien, Ryan Boulawat aussi qui roule maintenant pour Alexandre Delettre. Allez, est-ce qu'il va réussir à résister Pierre-Henri Basset? En tout cas, il fait un numéro aujourd'hui là. Oui, c'est sûr. Gros numéro. On parlait des monoplateaux hier, Christophe. Il semblerait que certains coureurs aient adopté un double plateau aujourd'hui, puisque on avait quand même quelques difficultés. On avait quelques difficultés avec du pourcentage. Ouais. Donc il faut parfois bénéficier d'un développement un peu plus important. Rambourou qui va revenir peut-être derrière, c'est lui pour l'instant qui est battu. Alors je ne sais pas si c'est lui qui est devant là-bas, mais en tout cas il n'est pas dans le groupe maillot jaune pour l'instant. Il s'est fait contrer à Rambourou. Pour l'instant l'équipe Cofidis qui s'est fait piéger. Et toujours 25 secondes à peu près pour Pierre-Henri Basset à l'avant. Parlez-nous de ce final, Christophe, de cette 3e étape du Tour du Limousin. Les difficultés sont passées. On va être sur une longue partie descendante là. Ça va descendre comme ça sur des faux plats descendants sur une belle route jusqu'à peu près 1,5 km de l'arrivée. Et là on va remonter pour un faux plat montant, limite une petite bosse au début avant la flamme rouge, et ensuite ce sera des pourcentages autour de 2, 3, 4% pour rejoindre la ligne d'arrivée. Mais toujours sur des belles routes. Allez, là c'est le groupe des favoris qu'on aperçoit cassé en deux. Et à l'avant Antoine Lotte, attention. Ouais, encore une fois, il y a une petite cassure. Il a relancé Antoine Lotte. Il a vu que le groupe s'entendait pas bien. Il est reparti, le nordiste. Vainqueur du région Pays de Loire Tour. Avec une victoire au Mans lors de la 4e étape. Est-ce qu'il espère un soutien de l'équipe Total Energy pour faire vaciller le maillot jaune d'Ewen Kostiou? Là, visiblement, il demandait un petit peu d'aide. Ouais, il faut essayer de s'allier. Ça, c'est une certitude. Attends, je regardais, il y a Valentin Ferron qui roule pour ramener à Rambourou en tête de ce groupe-là. Et il me semble qu'il y a Émilien Jacquelin, le coéquipier d'Antoine Lotte dans le groupe. Il me semble que j'ai vu le numéro 17. Alors j'ai pas vu, mais on va regarder cas, il ça a un équipier, de près. Antoine Lotte, il a un équipier, ça peut servir. Et Boulawat à l'avant, qui à nouveau repart. C'est déjà sa 3e attaque. Ryan Boulawat sur ce final. Il y a un petit peu de marge avec Ryan Boulawat. Il est un petit peu plus loin au classement général. Ryan, il est à 1 minute 46. Donc il y a un petit peu de marge. On est sur le même niveau que Pierre-Henri Basset à l'avant. Et oui, c'est bien. Et bien Jacquelin qui est là. Et le groupe qui est revenu. Bravo Émilien Jacquelin. Oui, il n'a pas eu à rouler aujourd'hui, et voilà, il montre ses qualités. Belle perf, parce que pour être encore dans les 30 coureurs là, qui vont se disputer la victoire, ou en tout cas qui vont peut-être arriver pour la 2e place. Chapeau. Au cours d'une étape difficile, on l'a dit, il est à Presnes, avec des côtes de première catégorie. Attention l'écart, 13 secondes. Ça commence à devenir dur, même si on ne s'entend pas trop derrière. S'il y a des accélérations successives. Antoine Lotte
notamment Ryan Boulawad. L'écart qui s'est réduit à 6 km de l'arrivée. C'est dur pour Pierre-Henri Basset. Échappé dans un groupe de 11 au tout début de cette étape. Il a empoché des secondes de bonification. Et il est toujours en tête de cette étape. J'ai pas vu les maillots de Saint-Michel, préférence Maubert 93 dans ce peloton. Ils étaient 2 dans le top 10 avec Johan Simon et Thomas Champion. Ouais. J'ai pas vu les maillots orange et vert. Alors on va essayer de voir s'ils sont là. S'ils sont là, au moins un des deux, ouais. On en a un. On en a un derrière, effectivement. Merci pour ce plan d'hélico. Mais on en a qu'un. Il y en a qu'un, ouais. Il n'y a qu'un seul. Et encore faut-il que ce soit un des deux. Ça se regarde. On imprime un rythme évidemment pour Groupama FDJ United. C'est Maxime Decomble qui roule devant. Mais on n'est pas à fond en tête de peloton. Ça peut le faire. Regardez l'écart qui remonte. Ça peut le faire pour Pierre-Henri Basset. Qui rentre dans les pelotons dans quelques rouler instants. Sur le même rythme. Je l'ai dit, la Groupama FDJ United, c'est pas non plus dans leur intérêt de revenir sur l'avant de la course. On laisse les plus grosses bonifications à l'avant. Ça va être aux autres équipes de travailler. Donc là, les coureurs qui vont faire un petit tour avant d'arriver sur la ligne. Un tour dans Égleton. Vous voyez que le groupe maillot jaune, le peloton maillot jaune est rentré dans la commune de Corrèze, ville arrivée de cette 3e étape du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine. C'est la 2e fois qu'Égleton accueille une arrivée. Allez, 4 km. 4 km encore pour Pierre-Henri Basset pour réaliser un exploit sur ces routes du Limousin. 15 secondes d'avance. L'avenir de son échappée va vraiment dépendre de la réaction derrière, de la lutte pour la victoire finale. Ça va être plus compliqué quand même sur ce final d'attaquer Ewen Kostiou maintenant. Ça attaque justement. Allez, ça c'est un coureur d'élite Fondation Cycling Team qui attaque. Et pourquoi pas revenir sur Pierre-Henri Basset dans ces 4 derniers kilomètres. On a fourni des efforts évidemment, mais moins que le leader de la course. Certainement un petit peu plus frais, même si évidemment c'était compliqué aujourd'hui. Il est bien sorti. Nils Eberstold de la formation Elite Fondation Cycling Team. Allez, toujours Pierre-Henri Basset devant. Coureur suisse de cette équipe suisse justement. Et derrière, on ne réagit pas. Regardez, c'est toujours Maxime Decomble qui intelligemment laisse sortir des coureurs loin au classement général. Et ça va descendre encore 1 kilomètre. On fait le tour de la ville et puis on va remonter. Allez, le duel donc entre Pierre-Henri Basset et Nils Ebersold. Son père était pro, Niki Ebersold. Pro chez Phonak et Rabobank. Coureur suisse de 23 ans. 6e l'an dernier du championnat espoir. Il va tenter de revenir sur cet homme de tête, Pierre-Henri Basset. Le duel à distance. C'est une belle attaque en tout cas. Il revient fort. Et c'était plutôt bien vu, profitant du marquage des favoris pour sortir dans les 4 derniers kilomètres. Il en reste 2. Pierre-Henri Basset va-t-il réussir à tenir? Nils Ebersold va-t-il parvenir à rentrer sur Pierre-Henri Basset? La réponse dans les 2 derniers kilomètres, vous le voyez, il est là en ligne de mire. Et on est rentré du côté de Thomas Champion. On a vu, il y a 2-3 coureurs qui sont rentrés sur ce groupe. Alors on retrouve donc Johan Simon et Thomas Champion. Exactement, ils sont là. Les 2 coéquipiers de l'équipe Saint-Michel, préférence Maubert 93, ils sont là. Ça revient. Nils Ebersold. Et derrière, s'il faut falloir y aller. Si on veut jouer la gagne, là, il faut vite réagir dans le peloton. C'est des secondes de bonification qui pourraient être prises par Nils Ebersold. C'est
C'est tout bonus pour Ewen Kostiou. Allez, c'est Emilien Jacquelin qui est en train de rouler maintenant. Mais oui, là, il ne faut plus tergiverser, il ne faut plus attendre. Ça va être en faux plat montant comme ça jusqu'à l'arrivée. On vous rappelle à l'arrivée 10 secondes de bonification pour le premier, 6 secondes pour le deuxième et 4 pour le troisième. 1 km 400, c'est dur pour Pierre-Henri Basset. Il a encore de l'énergie. Hein. Il a encore de l'énergie, mais ça risque d'être Sacré cruel numéro. pour Pierre-Henri Basset. Ouais, là, on le sent. Et les autres, on est tout proche. Et puis le parcours est dur encore. On n'est pas dans une descente là. Nils Ebersold qui revient, mais qui n'a pas encore rattrapé Pierre-Henri Basset. Vous voyez les écarts. Et le groupe maillot jaune derrière avec un contre. Encore une fois de l'équipe Total Energy, me semble-t-il. Ouais, c'est reparti pour Total Energy à nouveau. Pierre-Henri Basset toujours en tête. Il s'approche de la flamme rouge. Il regarde en même temps qu'il est en danseuse derrière lui. Il bute, hein, Pierre-Henri Basset, c'est normal. Et derrière, ça revient très très vite. Ouais, Nils Ebersold qui voit sa tentative échouer sans être parvenu à revenir sur Pierre-Henri Basset. Le dernier kilomètre, 900 mètres précisément. Et on se regarde derrière. Allez, Pierre-Henri Basset. Attention à l'énergie. Attention au contre là, sur courage. ce petit replat. Oui, on se retourne. C'est parti. C'est Antoine Lotte, non? Sur le côté. Ouais, c'est exactement. Ça. Antoine Lotte à nouveau. Et dans sa roue, c'est Matteo Vercher, le maillot blanc. Là, il faut réagir pour Ewen Kostiou. Il est là, Ewen Kostiou, regardez. Et malheureusement pour Pierre-Henri Basset, il va être repris dans ses derniers mètres. C'est fini pour Pierre-Henri Basset. Félicitations, gros numéro. Malheureusement, il ne pourra pas jouer la victoire finale. Antoine Lotte et Matteo Vercher pour l'instant. Matteo Vercher qui prend le relais. Ewen Kostiou qui revient progressivement. Attention aux bonifications, on vous l'a dit, sur la ligne. Matteo Vercher, Antoine Lotte. Est-ce que quelqu'un va encore pouvoir contrer puisque Ewen Kostiou est revenu et tout le groupe revient sur la droite? C'est une accélération sur la droite. Ça accélère encore, ouais, ça relance la formation très fort. baloise. Attention, on est à 250 mètres de la ligne, la formation baloise. C'est bien parti. 150 mètres de la ligne. Et dans sa roue, c'est Mario. Est-ce que ce serait pas Axel Mario qui est en train de faire le sprint? Ouais, Axel Mario qui va peut-être s'imposer. À la lutte, ils sont deux pour la victoire ici, du côté des Glotons. C'est ça, c'est Axel Mario. Et c'est Dan Dupuis, Dan Depuy qui est qu'on a déjà vu lors de la première étape. Alors, attention, il y a peut-être photo finish entre les deux coureurs. Ok, Dan le final. Depuy ou Axel Mario. Exactement, on est resté quasiment sans voix sur ce final pour savoir qui s'est imposé ici. Et c'est Alex Aramburu qui a pris la 3e place. On se congratule en tout cas dans la formation de Dan Depuy. Ouais, le 176, le Belge. Qui est sorti là dans le final. Il a profité du retour du groupe sur les deux échappés. Vercher et Lotte pour porter une accélération. Ouais, Axel Mario, il a peut-être loupé un petit peu le coche. Il a attendu un petit peu trop longtemps, on l'a senti. Hein. Il a attendu et finalement sur le final... On va regarder... oui, je demande Ouais, vous voulez la photo finish? Ouais, j'aimerais bien voir la photo bien quand sûr, même. On va regarder ça. Bon, pour moi, c'est Dan Depuy. Ils sont contents, bien sûr. Pour lui, il n'y a pas photo. Pour vous, il y a photo finish. En tout cas, vu de face, c'est loin d'être flagrant. C'est pas si certain. Lui, il a l'air sûr de lui, même si au passage sur la ligne, on n'a pas l'impression qu'il soit si sûr de lui. On va voir. Hein. Mais en tout cas, du côté de l'organisation, on voit, on a mis du monde avec lui pour le ramener vers la cérémonie protocolaire. 5e d'étape sur le Tour de Wallonie, Dan Depuy, le Belge de 22 ans. Il faisait partie de l'équipe VP Consulting Cycling Team. On revoit un vue d'hélico. D'hélicoptère, Dan Depuy qui s'est retourné. Axel Mario qui tente de revenir à sa hauteur. Elle est où la ligne? Il joue à quelques centimètres. Ah si, il va être devant quand même. Oui. Ouais, il a bien lancé et il gagne. Dan Depuy. Au lancer de vélo. Ouais, confirmation de la victoire du Belge devant Axel Mario. Et la 3e place donc pour Alex Aramburu, qui va prendre 4 secondes de bonification. Axel Mario va en prendre également 6. C'est intéressant au classement général. Je vous rappelle qu'Axel Mario, il était 5e à 35 secondes.
Dans la mesure où Ewen Kostiou ne prend pas de bonification, il va donc revenir à 29 secondes. Ouais, Pierre Aramburu qui était à 25 secondes va revenir à 21 secondes d'Ewen Kostiou. Ex aequo du coup avec Matteo Vercher. La confirmation de ce classement, vous l'avez vu alors qu'on survole Égletons avec donc la victoire de Dan de Piaude devant Axel Mario. Alex Aramburu fait 3e devant Alexandre Delettre de l'équipe Total Energy. Ewen Kostiou, le leader, est 5e. Encore un coureur de Total Energy, c'est Ryan Boulawad qui est 6e devant Rémi Capron. Antoine Lotte termine 8e juste devant Mathis Lebert. Et Guillaume Adam prend la 10e place. À noter la belle 13e place de Pierre-Henri Basset, l'animateur du jour, qui termine 13e, juste devant Valentin Ferron. La joie de la formation baloise vers Keringen. Et je vais en profiter pour me corriger. Alex Aramburu, il était à 31 secondes, donc ça le fait revenir à 27 secondes au classement général. Allez, on retrouve Fabrice Bidot avec le vainqueur du jour. C'est à vous, Fabrice. Congratulations, you win today. How do you win with Comment est-ce que vous avez fait dans le final pour vous imposer dans les derniers mètres? A bicycle. Yeah, up 400 meters from the finish line, the tempo is low, and I think I go full gas, and Ouais, le tempo était I can hold it to the lent, line. donc j'ai accéléré, j'ai mis plein gaz. It's my third stage race on this niveau. C'est ma 3e course à l'étape de ce niveau dans ma carrière. Yeah, of course. Not better than that. Meilleure victoire, hein. Il n'y a pas eu mieux que ce succès ici the team Total sur les Energy routes today. du Tour du Limousin. Total Energy. Il fallait battre l'équipe Total Energy aujourd'hui, puisque effectivement ils voulaient absolument gagner et mener cette course. Yeah, but mais c'est vous qui gagnez. Oui, c'est la course. I'm very happy. Très heureux, évidemment. Merci beaucoup, Fabrice Bidot, pour ces questions au vainqueur du jour, Dan de Pieude. Alors le général, justement, on en parlait, Christophe, Matteo Vercher à 21 secondes, Alex Aramburu à 27, effectivement. Axel Mario, donc, qui revient, c'est confirmé avec ses 6 secondes de bonification à 29 secondes. Et puis derrière, on a un trio désormais à 35 secondes. Alexandre Delettre, Antoine Lotte, Johan Simon. Mathis Lebert, 8e à 38 secondes. Et toujours Thomas Champion, 9e. Et puis regardez Pierre-Henri Basset. Il a gagné des places avec ses secondes de bonif. Il termine dans le groupe, hein, il termine 13e. Pierre-Henri Basset, Ouais. joli quand même. Pierre-Henri Basset qui a fait une sacrée performance aujourd'hui. 7 secondes de bonif. Il était là dans cette échappée initiale. Ouais, dans l'échappée initiale, hein. Aujourd'hui, on avait 11 coureurs au départ dans cette échappée. Là, on voit le passaging, il restait à peu près 72 km à ce moment-là. Dans ce groupe, on avait Baptiste Westrofer, le leader du classement du meilleur grimpeur. Il est venu conforter son maillot aujourd'hui. Il a pris pas mal de points en cours de route. Il avait un coéquipier, Mathis Grisel, à ses côtés. Tom Magno, qu'on voit là, était dans ce groupe également avec son équipier Carter Guichard pour le Nice Métropole Côte d'Azur. Le peloton a laissé 1 minute 45 au maximum aux hommes de tête. Bon, on a géré l'écart. On avait des coureurs dangereux au classement général, et notamment Pierre-Henri Basset. Donc on ne pouvait pas se permettre de laisser trop partir cette échappée. Deuxième échappée de suite pour Baptiste Westrofer sur les routes du Limousin. Il a conforté, on vous l'a dit, son maillot blanc à pois orange de meilleur grimpeur. Il y aura encore beaucoup de points en jeu demain à suivre, donc, puisque on a aussi Théo Delacroix, hein, qui a marqué beaucoup de points aujourd'hui sur ses meilleurs grimpeurs. Le coureur de Saint-Michel, préférence Home 93. L'écart ensuite diminué. Ouais, l'écart ensuite diminué sous l'impulsion de l'équipe Groupama FDJ United qui a parfaitement géré aujourd'hui l'écart avec l'échappée. On n'a pas laissé beaucoup d'avance, mais on n'a pas laissé non plus filer cette échappée. Et puis surtout, on a vu qu'on a réussi à garder du monde jusque dans le final aux côtés d'Ewen Kostiou. Et ça, c'était primordial aujourd'hui. On retrouve encore une fois là les hommes de tête. Pour l'instant, on n'a pas encore entamé les difficultés finales. Tout le monde est bien regroupé, bien ensemble. Colin Savios, Valentin Retailleau, Léandre Lozoué faisaient partie de ce groupe.
Baptiste Westrofer a ensuite lâché prise. Valentin Otayo était devant. Ouais, dans la côte du Succomet, hein. C'est là où tout s'est déclenché, aussi bien au niveau de l'échappée que dans le peloton. Puis ensuite c'est Maxence Place et Pierre-Henri Basset, le duo qui s'est formé. Et regardez dans ce virage, la chute malheureusement du coureur belge qui ensuite, vous le voyez avec sa chaîne, hein, Ouais, il a eu un problème mécanique et malheureusement pour lui la course était finie aujourd'hui. Il aurait peut-être mieux fait d'essayer de la remettre à la main. Mais là c'est un moment clé, hein, de la course, parce qu'on a vu un Pierre-Henri Basset qui s'est fait reprendre dans les tout derniers kilomètres de la course. Peut-être que s'ils avaient été deux, ça aurait pu aller au bout aujourd'hui, l'échappée. On va le retrouver justement, Pierre-Henri Basset, qu'on voit à l'image en interview avec Fabrice Bidot. Pierre-Henri Basset qui a fait un sacré numéro. Mais malheureusement, dans les derniers mètres, malheureusement pour lui, il a été repris par le duo Lotte Vercher. Finalement, duo également repris et sur la ligne, c'est le Belge Dan Depuit qui a profité bien justement de ce retour, d'un moment de flottement pour accélérer. Et malgré le retour d'Axel Mario, il a conservé un peu d'avance pour s'imposer ici sa plus belle victoire. Allez, on retrouve Pierre-Henri Basset au micro de Fabrice Bidot. Pierre-Henri Basset, bravo, vous avez animé toute la fin de cette étape. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Peut-être qu'à deux, vous auriez pu aller jusqu'au bout. Ouais, c'est sûr. Il m'a manqué un petit kilomètre, 500 mètres. C'est sûr, à deux, je pense que ça l'aurait fait. Parce que tout seul, sur ces grands bouts droits dans le final, ça m'a vraiment fait mal. J'ai fini détruit. Et quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé derrière pour voir s'il repartait rapidement. Et après, j'ai levé la tête. J'ai vu qu'il n'était plus là. Et je dis, maintenant, il n'y a plus qu'à aller à fond jusqu'à l'arrivée et voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que derrière, en groupe, sur ces routes, c'était beaucoup plus facile. Et j'ai donné tout ce que j'avais. On a fait une belle étape à l'avant. Ça a fait une belle bagarre en début d'étape pour sortir. Après, on était une bonne dizaine, donc c'était bien. Les relais revenaient pas trop souvent. Et donc, j'ai géré mon effort, bien mangé, bien bu. Et puis voilà. Vous aviez prévu d'attaquer dans le Succomet ou c'est par opportunité que vous vous êtes lancé? Non, j'attendais de voir les jambes. Moi, je voulais prendre un coup d'avance parce que je savais qu'avec les leaders, j'aurais eu du mal peut-être à basculer. Du coup, j'ai vu que Valentin, il a fait un bon pied de montée. Après, j'ai juste fait ma montée à fond jusqu'en haut pour voir ce que ça donne. Et j'ai vu que Maxence, il est revenu. On a été tous les deux et c'est vrai que c'est dommage la chute, quoi. Vous êtes bien montré en tous les cas. Je sais que vous êtes dans l'attente de votre avenir, avec cette formation Astana ou une autre. Aujourd'hui, vous avez montré votre maillot et montré vos qualités. Ouais, c'est ça, j'ai donné ce que j'avais, j'ai montré ce que j'avais à montrer. Il reste des belles courses sur la fin de saison et j'espère avoir des belles opportunités pour l'année prochaine. Et pourquoi pas une belle sélection avec l'équipe de France pour le championnat du monde. Enfin, donner ce que j'ai à donner sur la fin de saison et faire le job à fond et voir ce que ça donne. Félicitations en tous les cas pour avoir bien animé cette fin d'étape. Bravo. Bravo Pierre-Henri Basset, merci Fabrice Bidot. On a encore 4 coureurs en moins de 30 secondes avant la dernière étape, Christophe. Toujours dominé par Ewen Costiu, assez tranquille finalement. Il a réussi à prendre les bonnes accélérations. En tout cas, les roues, quand les coureurs ont accéléré, il montre qu'il est costaud encore aujourd'hui. Ouais, il montre qu'il est costaud. Il montre que son équipe Groupama FDG et United aussi est solide autour de lui. Il avait encore 2 coureurs à ses côtés, même quand on n'avait plus que 10 coureurs à l'avant. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est très rassurant pour cette équipe, c'est très rassurant pour Ewen Costiu. Mais on l'a vu aujourd'hui. Ça n'a pas été une mince affaire de protéger. Il y a eu de la bataille, on l'a attaqué. Et demain, sur le circuit final de Limoges, où on aura 3 tours à effectuer, attention, on peut assister au même scénario. Donc, il ne faudra pas se faire piéger, être encore solide demain. On suivra ça, on retrouvera Baptiste Westrofer avec le maillot de meilleur grimpeur et Maximilien Juillard avec le maillot de meilleur sprinter. Merci beaucoup de nous avoir suivis cet après-midi en direct sur ici Limousin, ici Périgord, Noah, France.tv et YouTube. On se donne évidemment, Christophe Riblon, rendez-vous demain vers 14h55, 15h pour cette ultime étape du Tour du Limousin Périgord en Nouvelle-Aquitaine. À demain. À demain.